sera sans moi, vous craignez un peu trop. Désolé, mais vous craignez. Non, oubliez, vous craignez trop. Vous êtes craignos, désolé. Craignos. Ils vont dissoudre votre club, et alors? Je bosse, je peux pas. Vous craignez grave. Je savais que c'était impossible de trouver quelqu'un à cette époque de l'année. Je veux pas dire, mais on nous a pas mal traités de craignos. Ça me donne envie de partir aussi. Bienvenue dans Queen Club, le podcast qui parle de tout et surtout de rien. Je suis Queen Terrast et aujourd'hui on va parler de Immortality. Immortalité au Québec, un jeu FMV, donc Full Motion Video, ou film interactif, on y reviendra plus tard. Développé et réalisé par Sam Barlow, produit par Half Mermaid Production, avec entre autres au casting Manon Gage, Hans Christopher, César de la Torre, Charlotta Moline, Timothy Lidéprist et T. Molbach, sorti en 2023 sur PC, Xbox et PS5. Pour parler de ce chef-d'œuvre, je suis entouré de mes craignos préférés, Moche, salut Moche, Hello. et Sibyl, salut Sibyl. Wesh. Et avant de passer aux avis, on va résumer ce gros morceau, et ça va se jouer entre Moche et moi. Pile ou face, Moche? Pile. J'aurais dû préparer le pile ou face avant parce que je suis une connasse de merde. J'ai des dés si tu veux. C'est face. Donc c'est à toi de le faire. Bravo, machin. Évidemment. Alors pour le résumé, c'est simple. J'ai écrit un petit texte. J'ai découpé les phrases. J'ai numéroté les phrases. J'ai sorti un dé. Et j'ai lancé le dé. Et donc vous aurez le résumé dans le désordre. Voilà. Donc, je vais les faire une par une en coupant bien chaque phrase. En cliquant sur un élément dans une image, on saute d'une scène à l'autre. Présenté dans le désordre, parfois sautant d'un film à l'autre. En réalité, une créature immortelle ayant prise son apparence. Marissa Marcel est une actrice n'ayant participé qu'à 3 films dans sa carrière. Il faut un moment pour comprendre la trajectoire de vie et le destin tragique de Marissa Marcel. Ces 3 films n'ont jamais été terminés ou diffusés. D'autant que certaines séquences semblent avoir capturé une réalité bien différente que celle qu'elles laissaient supposer. Le jeu se présente sous la forme d'un banc de montage sur lequel se trouvent les séquences des 3 films. Voilà. Sourire écran. Bravo! Incroyable, parfait résumé, c'était génial, 20 sur 20. Bon, on va passer aux avis. Et bon, alors Sibyl, tu nous expliques ton choix ton choix là. Je sens vraiment que c'est la maîtresse là qui me regarde en mode « Alors, explique-nous ta bêtise, hein ?» Sibyl, levez-vous là, s'il vous plaît. Alors, hein? Écoutez, Immortality, c'est un jeu que j'ai découvert à sa sortie, qui m'avait pas mal tapé dans l'œil quand j'avais vu les trailers. Et je me suis dit « Oh, faudra que je le fasse. » Donc, je l'ai fait. Ça a été un big coup de cœur, une assez grosse claque, et ça m'a bien prise. J'étais à fond dedans pendant genre 2-3 jours peut-être. Pendant 2-3 jours, je faisais que ça. Et j'avais adoré, et je l'ai trouvé qu'il y avait vraiment une ambiance qui était très prenante et très lynchienne, et j'ai trouvé ça assez ouf. Comment ça recrée cette atmosphère-là. Donc ça m'avait beaucoup parlé, et j'ai beaucoup aimé, et du coup j'ai pas arrêté d'en parler autour de moi, parce que ça a été une expérience que je voulais aussi partager avec d'autres personnes. Et c'est pour ça que j'ai proposé ce jeu ici, parce que je voulais partager cette expérience avec vous, et que juste à vous entendre un peu en parler, je sens que ça va être intéressant, et j'ai hâte de vous écouter. Je vais enchaîner avec mon avis. En fait, mon avis, c'est que je suis mon daron quand il m'emmenait au musée, en mode ouais, bon, bah, c'est de l'art, quoi, hein. C'est genre, en fait, comment pourrais-je dire? Là, j'allais dire lapsus révélateur, j'allais dire le jeu. Mais je trouve que le film interactif est assez prenant. Je trouve que tout ce que ça met en
genre sur le tapis, tout ce que ça amène, aussi bien le discours premier degré de des personnages féminins dans le cinéma, l'aspect de l'auteur, l'art envers les actrices et aussi le public. Je trouve ça très très bien. Je trouve que toute la partie gameplay et ambiance horrifique est très bien amenée. Mais, comment pourrais-je dire, sans être trop méchante, Tu peux être méchante, hein. c'est un bon jeu vidéo pour un bon vidéo essai, mais j'ai pas aimé du tout y jouer en fait. J'ai pas du tout apprécié toute la partie gameplay. À un moment, genre, vraiment quand tu fais du roulement de tous les trucs que t'as déjà vu parce que t'es en mode, bon, c'est long là, on commence à se faire chier, et surtout que, le tuto qui fait même pas 1 minute et qui te dit, bon voilà, vous savez tout, bonne chance, bisous, et t'es en mode, ah bon? Ouais, il est pas clair. Ça, et le fait que moi je connaissais Her Story de nom, je n'ai pas fait Her Story. On viendra voir sur notre relation avec les créations de Sam Barlow. Je crois que toi, Sybille, t'en as fait beaucoup plus que nous. Pas du tout, j'ai juste fait Immortality. Ah, t'as même pas fait Her Story? Non, je l'ai dans ma liste Steam et en fait je l'ai toujours pas lancé. Et je me suis dit merde c'est con, ça aurait été intéressant que je lance avant ce podcast parce que ça aurait été cool de pouvoir aussi comparer. Mais du coup je l'ai pas fait. Merde, c'est con, t'aurais pu lancer avant qu'on fasse le podcast, t'aurais bien pu comparer. À la place j'ai maté Loki. Désolé. Putain de Marvel de merde. Alors, le truc c'est que ça, toi, là je passe en mode l'ange qui vient fou là, genre. En fait, le truc c'est que, comment dire, comme dirait une personne, c'est qu'en fait, il y a un côté, je connaissais Her Story et je fais, on me dit que c'est un bon montage et on doit remonter 3 films liés à une actrice qui s'appelle Marissa Marcel. Ok. Et je finis le tuto, je fais quoi en fait? Et il y a plein de trucs où en fait ça te perd tout le temps. Tu zoomes sur une pomme mais en fait ça te met sur une autre truc et en fait ça va là. Et en fait ça te met même pas au bon endroit, il faut que tu recules. En fait, je comprends l'idée, mais je trouve que c'est mal appliqué. Et surtout, il y a beaucoup trop de trucs. Au moment où tu dois te taper, mais genre il doit y avoir une centaine de vidéos quoi. J'étais un peu bizarre en Mais mode... ça c'est un truc que j'ai adoré. Mais le jeu il fait 25 gigas toi. Je me 25 gigas. Genre je connais... Putain, le truc, c'est la limite un Call of Duty, quoi. C'est genre... Autant j'ai bien aimé l'esprit, genre, je mène une enquête. Autant, j'ai beaucoup trop eu de rupture de ton pour rester vraiment happé par l'œuvre. Voilà. En fait c'est trop drôle parce que tout ce que toi t'as pas aimé, moi c'est ce qui a fait que j'ai adoré l'œuvre. J'ai adoré être constamment perdu. J'ai adoré essayer de remettre les pièces du puzzle ensemble. En fait j'ai adoré le fait que je regardais 3 films en même temps, dans le désordre complet. Et que je remettais les bouts petit à petit pour comprendre l'histoire qu'on me racontait. L'histoire à la fois des films et l'histoire en dehors des films. J'ai hâte que Moche rebondisse Et on va après demander ça. l'avis à notre 3e gobelin, là. Sibyl qui dit j'ai adoré regarder 3 films en même temps, bah ouais, Sibyl quoi. Et à la fin, on lui demande, alors, c'est quoi ton avis sur les films? J'ai rien vu, moi. Moi j'ai rien compris. Oh là, putain. Parfait, c'est parfait. Et ton avis, Moche? Alors, mon avis, c'est que en tant... en tant que création conceptuelle, je respecte beaucoup ce qui a été fait. Et en vrai, Il y a beaucoup de taf. Hein. j'aime beaucoup l'aspect jusqu'au boutiste du truc. En tant que jeu vidéo, pas du tout. Mais en même temps, à chaque fois que je me dis « Ah bah ça c'est con, ils auraient pu l'améliorer », la solution que je la trouve moins élégante que le minimalisme du jeu et la simplicité de l'idée derrière. Enfin, simplicité mécanique, j'ai envie de dire. Mais du coup, je trouve que c'est un objet qui, si on le prend sous un prisme jeu vidéo, est un objet totalement imparfait. Mais par rapport à un objet généré à partir d'une idée et d'un concept, je trouve que ça se tient. Je sais pas si c'est très clair. En fait, je trouve qu'on est vraiment dans l'expérimental, là, assez pur et dur. C'est, t'as une idée, t'as un concept, t'essaies de l'appliquer. C'est pas parfait, il y a des choses qui pourraient être améliorées, même en termes de narration, ou de comment c'est fait, ou de ce que ça raconte, mais ça applique bien le concept que ça voulait faire de base. Oui. Ça peut servir un peu d'une certaine base pour essayer de faire autre chose avec ça, tu vois. Enfin, il y a quand même... Je trouve que le bait and switch marche extrêmement bien.
Oui, ça Le oui. coup du t'es full dans. Tu essaies à tout prix de remonter bien le film, et c'est là où il commence à avoir les artefacts, des fantômes, tout ça, tu vois. Je trouve que ça marche très bien, mais le problème c'est qu'en fait, je pense que j'aurais préféré si le gameplay ça aurait été vraiment un côté de je dois remonter le film en fait. Limite, tu fais un gros Oui. film, et là où tu commences à voir que ça pas avoir plus problème, ou alors tu sais limite genre en fait mon film c'est genre c'est le film c'est sur la vie de Marissa Marcel dans 3 films, toi. Donc comme ça en fait on aurait eu un côté vraiment je fais un vrai bon montage, parce que je t'avoue qu'en fait j'étais tellement perdu, mais plus à cause du jeu que pas grâce au jeu, ça veut rien dire, mais tu sais c'est genre en fait il y a un côté genre j'ai fait un truc, une énigme pour que mes enfants trouvent un truc, et j'ai laissé mes enfants dans la forêt pour qu'ils trouvent le chemin, toi. Genre c'est 2 intentions différentes. Oui. Et je me suis plus senti perdu dans la forêt que perdu par volonté en fait du game design, toi. Ouais. Mais on n'a pas encore trop Exactement. parlé de tout ça, donc voilà. Alors cet épisode va être très très décousu, tellement que je ne pense pas qu'il y aura de fil rouge. Oui. Mais on va vous présenter un peu comment ça se passe, à peu près les 3 films, les persos, parce que comme ça on va voir le développement des personnages sur aussi bien dans les 3 films. Donc on est du coup dans un banc de montage où vraiment il y a plusieurs petits extraits. Genre tu cliques sur un extrait, ça lance une vidéo. C'est très sans fioriture, hein. Tu lances, ça se lance direct. Il y a pas de VLC Média qui tourne en boucle, tu vois. Ça c'était très très bien. Et du coup en fait tu passes vraiment d'un extrait à un autre, et tu peux avec Et comment tu passes d'un extrait à un autre? tu peux passer d'un extrait à l'autre, merci moche, par un effet qui s'appelle un œil. Il t'explique jamais pourquoi. En fait, il y a un peu un côté aussi, c'est con, parce qu'ils te disent pas qui tu es. Mais bon, c'est ça. Hop, on met ça sur le côté. Et en fait, du coup, avec un œil, tu peux zoomer quelque part dans le film. Ça fait pause. Tu prends l'œil et tu peux zoomer aussi bien sur un acteur, une actrice, un objet, un décor ou quelque chose dans le fond. Ça va te zoomer et te transposer dans un autre extrait de film que tu as du coup débloqué. Genre, par exemple, imaginons, il y a Marissa Marcel, elle tient une pomme dans le film numéro 1, tu zoomes sur la pomme, bam, tu es film numéro 3, et la scène se joue. Donc, tu as débloqué une nouvelle scène. Et, en fait, de ces mouvements de cascade, où tu cascades d'une scène à l'autre en boucle, ça te crée du coup un portfolio, je dirais, d'extraits que tu dois analyser pour un but. Je sais pas, parce que je t'avoue que... Alors, en fait, le but déjà, en fait, ça c'est un truc, c'est que sur l'écran de base, on te dit, si tu lis, moi après c'est... Juste, je le savais parce que c'est aussi présenté dans le synopsis du jeu, en gros. Marissa Marcel a disparu, ce qu'elle laisse derrière elle, c'est 3 films qui ne sont jamais sortis, et du coup, on se penche sur les rushs des films pour essayer de comprendre ce qui lui est arrivé. Donc ça, c'est le postulat de base du jeu. Et en fait, justement, le gameplay en soi, il est assez simple. Tu cliques sur des éléments, et en cliquant sur un élément, ça va t'amener à un élément similaire dans un autre rush. C'est un truc qui a été d'ailleurs assez reproché au gameplay du jeu, parce que au final, tu passes juste ton temps à cliquer sur des trucs. Et c'est vrai qu'au final, bon, c'est même pire que ça, en fait. Contrairement à Her Story, dans Her Story, je sais que, justement, tout le principe, c'est que on doit à tout prix s'attarder sur ce que dit la meuf pour débloquer les trucs. Là, en fait, vu que tout est lié au film, il y a des extraits, putain, ils font 2 minutes 50, et t'es en mode, tu passes plus le temps passe, plus t'es en mode, je skip la scène pour arriver voir s'il y a des fantômes, en fait. Alors, encore plus dans notre cas quand on avait que 2 semaines, mais c'est vrai qu'en fait, ça, c'est aussi une expérience que j'ai trouvé vraiment cool quand j'ai fait le jeu la première fois, parce que t'as vraiment des rushs, quoi. T'as vraiment des blocs de machin, et des fois, les blocs de machin, c'est des répétitions entre les acteurs, et des fois, c'est juste des lectures du scénario. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment des blocs ultra âpres à regarder, parce que... 90% des extraits s'ouvrent sur un clap. Oui, ça c'est... Oui, voilà, parce que c'est le début, quoi. Donc du coup, quand on est sur le tournage, il y a des claps. Quand c'est des répétitions, il n'y a pas de clap, où on fait genre, il y a le clap. Et des fois, c'est vraiment genre juste des plans fixes sur un personnage à un moment. Mais en fait, on voit que ça parce que dans le montage final, on va prendre du petit bout dedans. Et que c'est comme ça, en fait, qu'un film est aussi fait. Et c'est ce que j'ai trouvé vachement intéressant dans ce jeu, en fait, c'est de voir à quoi ressemble un film quand il est sur le banc de montage avant d'être assemblé ensemble. Et c'est vachement intéressant déjà parce qu'on te montre les moments où, avec les autres acteurs ensemble, on va juste lire le scénario, où on va juste, on va voir les répétitions, on va voir comment les effets spéciaux sont faits,
On va voir comment le film il est pensé sur le tournage, pendant le tournage. On va voir les rapports entre les actrices sur le tournage et aussi avec le réal. On va voir quand même plein de choses, je trouve, qui sont vachement intéressantes. Et c'est vrai que quand j'ai joué au jeu, en voyant certains retours, je me suis demandé, est-ce que ça aurait été plus efficace d'avoir un seul film et plusieurs rushs, et vraiment, des fois, on aurait une scène avec genre 2-3 rushs où on voit les différentes prises. Et en fait, parce que là, du coup, pour le coup, on a genre une scène, une prise, ou à la limite, on voit genre une répète de la scène, puis après, la prise de la scène sur le tournage, mais il y a pas genre 5 prises qui sont un peu les mêmes choses. Oui, il n'y a pas tous les films, techniquement. Par exemple, dans le premier film, il y a une répétition de scène de viol, mais il n'y a pas la scène de viol en tournée, toi. Ouais. Par exemple, toi, on l'a pas en 2 fois. Mais on a aussi, par exemple, des plans d'insert, par exemple. Oui. Genre, hop, un film sur une orange. Ouais. Voilà, t'as 30 secondes de mec qui ouvre une orange de manière très sensuelle, bien sûr. Foot fétiche. Mais ça c'est le truc que j'ai bien aimé, genre t'as des plans des fois de 2 minutes 50, t'en as d'autres de 10 secondes où c'est juste tu prends un flingue dans un tiroir. Et c'est vachement intéressant en fait de voir ça comme ça. Et aussi, si les films sont aussi comme ça, c'est parce que il y a aucun des films qui est sorti. Alors Ambrosio pour le coup il a été terminé, mais juste il est jamais sorti. Mais il y a... C'est quoi Ambrosio, Sibylle? Alors Ambrosio c'est le premier film qui est un film de non-exploitation qui adapte le roman Le Moine de je ne sais plus quel auteur. Mais un roman qui a déjà été adapté avec un film où il y a Vincent Cassel dedans, bon bref. Et du coup c'est un film de non-exploitation qui raconte comment une femme va se faire passer pour un moine pour rentrer dans un monastère, et qui est une histoire où elle se fait posséder par le diable, et après elle va séduire le moine et lui faire des choses Elle se fait horribles. posséder Mais C'est pas genre elle le diable carrément? Bah, mais le truc, c'est que moi, c'est ça qui m'a perdu, c'est qu'il y a des moments, elle discute avec le diable. Donc, du coup, je suis en mode. Donc, ce n'est pas elle le diable. Donc, toi, il y a un truc un peu. En fait, là, en refaisant le jeu, j'ai pas été aussi loin que la première fois. C'est-à-dire que je n'ai pas chopé tous les rushs. Je n'ai pas tout vu. J'ai juste chopé les crédits, puis après, j'ai arrêté. Du coup, c'est vrai qu'il y a certaines zones d'ombre encore quelques fois, là. Oh non, on a fait une fin du game. Oh. Je te laisserai gérer ça avec eux, hein. Ça va, j'ai des cheveux. Et en fait, là, ce qui se passe, c'est que du coup, elle le pousse un peu alors qu'il est considéré comme étant un des hommes les plus pieux qui soit, et il va commettre des atrocités poussées par elle et tout. Le vice. Oui, exactement. Donc voilà, ça en gros, c'est l'histoire C'est un film de 68. Ouais, 68. L'histoire du premier film. Et tourné où? En Italie. Ouais. Mais enfin, en Europe, quoi. Parce Oui, que c'est un Eurofilm. l'actrice est française et il y a eu un casting et tout le bordel, mais c'est très orienté histoire du cinéma américain quand même. Oh oui, on est totalement dans du... Il y a un côté western spaghetti de fou. À un moment, elle se coupe la main en mode insert et le sang il est orange fluo, toi. Donc c'est typiquement le sang du western spaghetti et autres... Ouais, alors par contre, le film a littéralement rien à voir avec un western spaghetti, comme je l'ai dit, c'est plus de la non-exploitation que... Non, mais je veux dire, en termes d'ambiance, voilà, genre... Voilà. Ou de la monk-exploitation, vu qu'on est plus sur avec des moines, dans les monastères et tout. Mais en tout cas, voilà. On n'est pas vraiment dans le western. Et justement, je trouve que là, du coup, c'est vrai qu'on est sur un film qui est plus européen. Pour le coup, c'est vrai que la non-exploitation, c'est beaucoup plus européen que américain, pour le coup. Ouais. Et tu veux que je te parle aussi des autres films? J'allais lancer moche sur le deuxième film, mais... Ah, vas-y. Alors, avant de parler du deuxième film, moi, je pense que après avoir parlé du premier film, on peut déjà dire qu'il y a eu un énorme travail qui a été fait sur l'image, parce que vraiment... Le gras, ouais. Les 3 films ont visuellement la gueule des films de l'époque. C'est... Un poil trop propre pour le début, mais oui, En termes de colorimétrie, en termes de lumière, en termes... Enfin... C'est ultra crédible. Je pense que, voilà, tu peux montrer des images de Ambrosio comme ça à quelqu'un et lui dire ça a été tourné en quelle année, ils te diront pas 2020, quoi. Il y a eu un énorme taf sur les costumes aussi. Ah, je sais pas, toi. Ouais. Genre, autant, je trouve que les films sont beaucoup trop clean parce qu'on a des rushs, mais je trouve que les rushs sont beaucoup trop clean. Par exemple, les scènes où Marissa filme, genre leur vie privée, là, elle fait beaucoup plus crédible parce que le grain est vraiment cradingue d'époque, tu vois. Je trouve que le film Ambrosio est beaucoup trop clean pour ce que... Non, je suis pas on d'accord. dirait limite une restauration Blu-ray, toi. Non, je trouve que honnêtement, en fait, ça marche vachement bien.
tout ce côté-là, Mhm. justement. Je trouve que c'est vachement crédible. En plus, même quand tu Après, on regardes... reconnaît les films entre eux, ça c'est sûr. Ouais, quand tu passes de film à l'autre dans ta grille, tu vois vraiment les formats qui changent. Hein. Quand t'es sur Ambrosio, quand t'es sur Minsky, quand t'es sur Two of Everything, il y a vraiment des changements au niveau de l'image qui marchent vraiment bien. Et là, dans Ambrosio, ça ressemble vraiment à un film de cette époque. D'ailleurs, je trouve qu'il y a quand même des plans, des décors qui marchent de ouf. Et limite, je suis là en mode, tain, ça me fait chier que le film soit pas réellement sorti parce que ça aurait pu être sympa quand même. Ouais. Le deuxième film moche, c'est quoi? Deuxième film, Minsky, c'est, on va dire, un polar / film noir Ouais. dans le New York des années 70, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Le film date de 70. Voilà, où on va suivre un détective qui va enquêter sur la mort d'un artiste qui s'appelait Minsky, Mm-mm. où on lui a coupé la tub. Let's go. Émasculé. Et il va évidemment tomber éperdument amoureux de la muse de l'artiste, que tout accuse d'être la coupable, et qui va l'introduire... Oui. Qui va l'introduire à des cercles artistiques underground du New York de l'époque, et qui vont le transformer et en faire un homme différent. Voilà, disons ça comme ça. Oui. Là, toutes les inspirations, on est sur du Dirty Harry. Il y a beaucoup de... comment il s'appelle le film? Je cherchais le film avec Al Pacino quand il infiltre les milieux gays, là. Comment il s'appelle? C'est totalement ça, le... Ah, le film de Brian De Palma, là? Genre... Non, je crois pas que c'est... Non, bah non, pas Scarface. Non, j'avais parlé de Impasse. Ah, c'est peut-être un pass, ouais. Je sais plus. Parce que Mais vas-y, continue de parler. Je vais checker, moi. Parce que du coup, tout le film... Non, c'est pas celui-là. Ok. Tout le film est tiré de beaucoup du nouveau cinéma hollywoodien. Parce que les personnages... Alors, le film... Oula. Le jeu vidéo, attention, hein, lapsus, est très littéral dans ce qu'il veut montrer. Genre, il y a un premier acteur pour jouer Minsk qui veut pas faire de nu à l'écran. Et il va dire « Non mais ouais, je les ai connus, moi, les nouvelles vagues, il y en a tout le temps, machin !» Et il part en mode voilà, quoi. Donc, le film est... Enfin, le jeu est pas... ne cache pas ses intentions de vouloir parler de trucs, toi. Et Ouais. en fait, il fait référence à plein de choses. Bah, mais même dans, par exemple, il y a aussi des plans à la Godard. Donc, il y a... quand elle tient la caméra dans le miroir, c'est totalement du Godard, toi. Genre, il y a plein... En fait, le film, le jeu... Compliqué, hein. Le jeu, il fait référence à beaucoup de films. Et limite, ce serait drôle à voir toutes les influences qui sont pu avoir juste à balancer. Parce que même dans le film de Moine d'avant, il y avait... forcément, il y a une référence au diable de Ken Lynch. Ken Russell. Ken Russell, merci. J'avais Ken Loach en tête. Ah oui, ça n'a rien à voir. Mais je pense que, du coup, tu pensais à Cruising de William Friedkin. Oui. La chasse en français. Oh oui. Bah, Friedkin, grand auteur. Et il y a un truc moi qui m'a beaucoup marqué quand j'ai trouvé le Minsky pour la première fois, c'est que on me disait avant à quel point c'est très jusqu'au boutiste pour recréer un peu l'ambiance de l'époque. Alors là, je pense pas que ce soit vraiment lié à l'époque, mais dans les films souvent des années 70, tu vois le côté les sous-titres jaunes comme ça, c'est un truc qu'on retrouve quand même énormément et qui moi me fait beaucoup penser aux films de cette époque-là. Donc du coup, même les sous-titres de chaque film ont été changés pour rester un peu dans cette vibe selon la période. Et ça... J'ai même pas fait gaffe. Ah bah Moi vraiment, aussi, tu regardes les sous-titres de Ambrosio, tu regardes les sous-titres de Minsky, tu regardes les sous-titres de Two of Everything, c'est à chaque fois 3 types de sous-titres différents avec une typo différente. Et Ouais. c'est vraiment aller jusque là quoi pour recréer cette ambiance, et je trouve ça assez fort et assez cool en vrai. Juste un truc, je trouve que... je vais peut-être en parler pour le troisième film. On va faire le troisième film. Est-ce que vous voulez rajouter des choses sur le deuxième film avant qu'on passe au troisième? Pas tout de suite. Ouais. Ok. Alors, Two of Everything est un film de 99 qui est Hannah Montana le film. Attends quoi? Ouais, et il y a une pop star. Waouh, on n'a pas les mêmes souvenirs d'Anna Montana. Bah non, mais genre, c'est une pop star, en fait, qui en a un peu marre de la fame, et du coup va engager une doublure. Donc, il y aura vraiment dans tout le film des wigs horribles. Oui. Ah oui, Ouais, alors là, elles sont terribles. Ouais. Putain, t'imagines, t'es un ange qui est là depuis le début de l'humanité, tu sais même pas te porter une wig, quoi. Et Ah, c'est dur. tout le film, en fait, c'est que il y en a une, elle veut arrêter sa carrière, elle va découvrir le monde cruel du business et du showbiz, bien sûr avec
le Harvey Weinstein, je sais plus comment il l'appelle dans le film, mais voilà, c'est totalement ça, genre Andrew Hessenberg, je crois. de la destruction de la femme et de la pop star pour le business, avec voilà. Ouais, et en fait, du coup, ça va se passer un peu en deux parties, parce que du coup, c'est Maria qui va se faire remplacer par une meuf qui s'appelle Heather et qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Et à un moment où Heather va prendre la place de Maria, bah en fait, on va chercher à tuer Maria. Et donc du coup, Heather va se faire noyer. Maria va comprendre que c'est pas un accident comme on a essayé de le faire croire. Donc du coup, va commencer à enquêter sur ce qui lui est arrivé. Donc du coup, c'est un film un peu thriller, enquête. Oui, on est sur du sexe intention, Ouais. le genre de film, en fait, du film à twist un peu sexuel. Ouais, c'est ça. Mais en fait, déjà, les trois films, ça parle toujours de violence et de sexe. C'est toujours les gros Alors thèmes. moi j'ai noté, hein. Ouais. Plusieurs symboles récurrents, les pommes, les masques, les serpents et les beaux mecs. Oh putain, pendant tout le jeu, j'étais en mode bee alert. Putain, ils sont tous PG, sa mère. Ouais, entre le mec qui ressemble à... Comment il s'appelle? C'est pas Boy George, c'est genre... le mec qui chante Wake Me Up before George you Michael. go. George Michael, putain. Oh, lui, il est BG de fou. Le mec qui joue Ambrosio. Le Twink, fan de C'est Gladiator. Mais alors lui... Oh, je t'envoie mon numéro, hein, contact Club @kuneclub.com. Oh, il faut qu'on rentre en contact, hein. Moi aussi j'aime les films de gladiateurs, hein, t'inquiète. Hein. Et après, alors je sais pas, c'est peut-être que moi, mais je trouve que Manon Gage, du coup c'est la meuf qui joue Oui. Marissa, je trouve qu'elle ressemble beaucoup à Anna Taylor-Joy, Ah, je vois ce que tu veux dire. Furiosa, toi. Et à côté, dans le sorte de regard un peu innocent, mais qui peut faire un peu... Genre, je sais pas, il y avait... Pendant tout le long, je suis genre... Bon, moi, je n'aime pas Nathalie Rojoy. Je trouve qu'elle est... Je sais pas, une bonne actrice de base, et que... Enfin, putain, mais qui prend une meuf... La meuf, elle fait la taille d'un épi de blé, et elle joue Furiosa, quoi. Mais c'est quoi cette histoire, quoi? J'ai bien aimé le film, hein, mais je trouve que le personnage ne marche pas. Bah voilà, du coup, voilà, tout le monde est BG dans... C'est un truc de fou, hein. Et ça... Mais en termes de symbole, ouais... Ouais. C'est Eros et Thanatos. Ah oui, C'est totalement ça, c'est oui, totalement ça. Mais après, c'est vrai que ça parle aussi beaucoup du rapport au corps, à la sexualité, à plein de choses, même en dehors du film, parce que Au genre, totalement. Hein. il y a quand même une quatrième narration dont on n'a pas parlé, mais qui du coup serait quand même assez intéressante, parce que... Moi, j'ai envie de commencer Vas-y. en vous demandant, parce que voilà, autant commencer par le début, en vous demandant dans quelle séquence vous L'entité. avez trouvé l'entité pour la première fois. Vas-y, Queen. Moi, alors trouver comment? En fantôme ou qu'elle a apparu? Vraie vidéo qui arrive. Pour moi, elle a apparu pendant la Sainte Vierge. Genre, tu sais, il y a tableau, Moi aussi. il y a Ambrosio devant, il change de tableau, machin, et je fais, Ouais. genre, attends, je vais reculer pour reprendre, et là, bam, toi. Pareil. Waouh. Vas-y, Vasul. Non, moi j'étais juste en temps, c'est vrai que c'est quand même une sacrée scène pour commencer, parce que cette scène-là, quand l'entité arrive, elle en fait une belle entrée. Hein. Bah, apparition de la Vierge, littéralement. Ouais, littéralement. quoi. Moi, je me souviens quand c'était arrivé la première fois, parce que du coup, moi j'étais juste là en mode ah trop bien, je vais mettre 3 films en même temps et je vais recoller les morceaux pour comprendre un peu ce que raconte le J'adore film. Marvel. En fait, c'était vraiment une scène où c'était Marissa qui était en train de rouler une grosse galoche à Karl. Puis à un moment, je lui dis alors attends, faut que je vais retourner en arrière, je vais essayer de faire un close-up sur leurs lèvres quand ils s'embrassent, peut-être qu'il y a un truc à On se faire. touche. Et donc, je retourne en arrière, et là, d'un coup, j'entends le vlup, et là, je vois une autre personne qui arrive, et qui commence à rouler une galoche à Karl, et je suis là, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Elle le galoche bien en plus, hein, c'est pas de la petite galoche. Ah ouais, alors là... Ah, elle lui bouffe le visage. Hein. Elle lui bouffera autre chose, hein, mais... Mais ça, tu vois, en fait, c'est vraiment à partir de là où je me suis dit, putain, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Parce que après, tu vois, je sais plus si j'avais déjà eu les apparitions par-dessus là, mais un peu comme vous, première fois que j'ai joué au jeu, quand j'ai eu les apparitions sur impression là, je pensais que c'était juste ça. Je pensais que ça n'allait pas plus loin. Je n'avais pas compris qu'il y avait autre chose à faire avec ça, parce que dans le tuto, et c'est pour ça que je trouve que le tuto est pas forcément bien fait, parce que tout est pas très clair. Quand t'appuies sur mage et sur la touche genre arrière ou avant, ça te permet de faire de l'image par image. Et tous ces moments en surimpression, t'es censé les débloquer en faisant du image par image, justement. Ouais, non, mais voilà. Et ça, moi, je me suis fait backseat en allant sur Reddit, parce que je n'avais pas compris. Et toutes les personnes ici aussi se sont fait backseat ça par moi. de fou, hein. Donc, Alors, voilà, clair. ça, moi, mon problème, c'est que tu m'as dit, ouais.
il te l'explique dans le tuto. Non, dans le tuto, il t'explique tu peux faire ça pour faire de l'image par image. Oui. Mais alors, soyons clairs, hein, soyons clairs. T'as aucune raison de le faire. Ce qui se passe concrètement à ces moments-là, c'est que quand tu fais un retour en arrière à l'intérieur d'une séquence, en plus des personnages que tu vois à l'image, tu as en effet transparence une seconde scène. Dès que tu poses la vidéo, ces personnages disparaissent. Donc, il n'y a rien logiquement dans ta tête qui te dit si je fais une image en arrière, pause, une image en arrière, pause, je vais d'un seul coup voir ce qui disparaît dès que je pose. Ouais. Ça n'a aucun sens. Et surtout, c'est un truc trop drôle, c'est que il y a un moment où t'es obligé de faire du jonglage entre gauche-droite, mais vu que quand tu lis une scène fantomatique, il faut que tu ailles de l'autre côté. Mais des fois, juste, tu t'en mets les pinceaux, mais c'est nul à chier, quoi. Alors ça, j'ai bien aimé. Et il y a un autre truc qui me pose problème avec ça, parce que c'est pas le cas de toutes les séquences. Les séquences dont on a parlé avant, les premières fois où ça nous est arrivé avec la Vierge et tout ça, ce qui se passe, c'est que C'est juste du recul simple. tu passes ta vidéo normalement et d'un seul coup, t'as un espèce de son. J'essaierai de vous mettre un extrait, on verra, voilà. Et à ce moment-là, quand tu retournes en arrière, à peu près dans le son là, ça flash et ça cut directement sur l'autre. Mais ça veut dire que on a deux règles pour arriver exactement à la même chose. Je ne trouve aucune justification au fait que certaines scènes fonctionnent par rapport à cette mécanique et certaines autres, cette mécanique. Parce que dans les deux cas, tu peux avoir des scènes où le personnage te parle, tu peux avoir des scènes où le personnage fait des trucs. Il n'y a aucune différence réelle entre les deux séquences, à part le fait que, des fois, il faudra appuyer sur cette touche et des fois, il faudra pas appuyer sur cette touche. Moi, Moche, elle m'a dit « Ah, machin, et t'as trouvé les secondes scènes ?» Je fais genre « Oui, j'ai trouvé des secondes scènes et les scènes photomatiques, mais ça, c'est juste du... ça sert à rien, toi. Je sais plus ce que j'ai dit, mais c'est genre... Ah, voilà, c'est là, toi. » Je fais « Ah, donc t'as pas trouvé ?» Je me dis « Quoi ?» Ouais. Mais genre... Ouais. Et c'est pour ça qu'il y a un truc tout court, mais juste... Il y aurait eu un background de... T'es dans un vrai bureau de montage et tu check genre un calepin en mode « S'il y a des trucs bizarres, n'hésite pas à faire un... C'est un retour image par image. Là, tu peux faire « Ah, ok, parce que je suis dans un bureau de montage et c'est mon taf. » Mais vu que t'as pas cet aspect-là, bah, ça tombe dans les oubliettes. Oui, alors tu vois, ça c'est vrai que peut-être rajouter plus de contexte autour nous concernant, parce que là pour le coup il y a vraiment zéro contexte sur nous, sur pourquoi on fait ça, si, mais en fait on nous donne pas franchement plus de contexte autour. Déjà c'est vrai que si on avait genre un petit carnet où déjà tu sais il y avait les scènes où il se passe quelque chose qui a été noté, avec des scènes en plus qui étaient notées ou un truc comme ça, où tu vois, peut-être ça à la limite ça peut être Tu peux sympa. les fave toi-même pour la défense du film, mais tu feras pas. Bon, Ouais, oui. Tu peux pas fave une scène parce que ça va t'envoyer sur une autre scène à chaque fois. Soit elle coupe et du coup elle disparaît, donc ça sert à rien. Enfin, c'est compliqué, toi. Ouais, j'ai jamais fave de scène moi. C'est vrai que ça... J'ai fave une fois, c'était celle où tu sais, du grand extrait du talk show, où là du coup t'as les deux entités qui parlent Oui. sur eux-mêmes et leur background, donc ça je les fave. Mais je suis même pas retourné dessus, tu vois, c'est dire à quel point... Ah, par contre je vais en parler. Les trophées qui spoilent. Allez vous faire foutre. Genre, il y a un moment, je regarde une scène, et il y a l'acteur... Alors, pourquoi le deuxième film, Minsky, n'est pas sorti? Parce que, pendant le tournage, l'acteur qui joue Greenwood, qui joue le flic, se fait tirer dessus à balle portant. Voilà, balle à blanc, même si c'est une balle à blanc, si c'est proche, ça fait quand même En fait, il y a quand même un projectile, et du coup, il se fait tuer. Oui. Et, direct, j'ai eu le trophée en mode « La mort de Greenwood !» Ah bon? Ok, Alors... bah, merci pour... J'ai pas le temps de réfléchir. Ça, et des fois, c'est genre... oui, vous avez trouvé 3 scènes avec Noémie. Ah bon? Ok. Bah, merci, Après connard. ça, je t'avoue que, tu vois, pour la mort de Greenwood, par exemple, ça, c'est quelque chose que je savais déjà avant d'avoir vu la séquence en vidéo, notamment parce que j'avais vu la séquence où t'as Zurich qui vient la deuxième fois au talk show et que le présentateur lui demande du coup de parler de ce qui s'est passé durant le tournage de Minsky pour que le film ne soit jamais sorti. Et là, littéralement, John Zurich dit qu'il y a eu un accident, que l'acteur Carl Greenwood a été blessé puis est décédé des suites de ses blessures. Donc en fait, à ce moment-là, moi je savais, avant de voir cette séquence, je savais déjà que Minsky n'était pas sorti parce que l'acteur principal était mort. Mais juste, j'ai mis du temps avant de trouver cette scène-là, et je pense que... Parce que, il y a un truc quand même assez chiant quand on passe d'une scène à une autre, c'est que tout est lié à la RNG.
on clique sur quelque chose et on va être amené sur une autre, en fait, il va un peu avoir ce truc de, t'as un certain pool dans lequel on peut être amené. Et en fait, ça va dépendre des moments dans lesquels tu vas vallaguer d'un côté à un autre, quoi. Donc c'est vrai que quand tu cliques sur, par exemple, le visage d'un actrice, tu vas jongler entre certaines scènes où il y a ces actrices. Oui. Et c'est vrai qu'il y a des fois où tu vas tourner un peu en rond et tu vas te dire, bon bah j'ai fait le tour, alors qu'en fait non, il faut persévérer parce qu'il y a genre une ou deux scènes qui traînent là dans le fond quelque part et que t'as pas encore vu. Et ça, je l'ai réalisé lorsque j'ai vraiment commencé à target certaines scènes et que j'étais en mode, bon voilà, pour trouver par exemple cette scène de Carl Greenwood qui se fait tirer dessus, bah j'ai focus sur les flingues. Donc j'ai continué comme ça à cliquer sur les flingues et je suis quand même passé par des fois les mêmes scènes 3-4 fois avant d'arriver à celle-ci. Voilà. Ça peut être laborieux. Ça, va falloir en parler. Mais avant d'en parler, j'aimerais revenir sur ce point parce que il a fait une conférence à la GDC. Donc Game 11B, conférence de développeurs de jeux vidéo. Des nerds, quoi. Où il revenait un petit peu sur tout le cheminement qu'il a amené à la conception de son jeu. C'est extrêmement intéressant parce que il présente lui-même son projet et du coup de voir sur quel aspect il met le focus te montre à quel point ce qu'il a créé tombe dans le domaine du jeu vidéo, mais dans sa tête, tu sens qu'il est plus intéressé par essayer de trouver comment péter les formes de narration linéaire, exactement, merci. Péter les formes de narration linéaire avec les outils et la technologie actuelle. Mais le gars est pas un cinéaste. Le gars écrit pas des comment dire. Si la narration, c'était le fait de jouer de la guitare, lui, ça serait le mec qui passe toute son après-midi à brancher ses pédales d'effet dans plein de configurations différentes, à tester des trucs et appuyer sur la même note toute l'après-midi, en fait. Tu vois, il est moins intéressé par la narration que par comment on peut la bidouiller pour en faire des trucs nouveaux. Et le truc, c'est que comme les outils qu'il a à sa disposition pour modifier ça va être des outils interactifs, ça tombe dans le domaine du jeu vidéo. Mais ça serait pas du jeu vidéo, il ferait quand même ça, tu vois. C'est pas je vais être game designer, machin, alors que c'est fou parce que c'est à la base un game designer. Mais sa démarche, elle est pas du tout. Il part pas de l'idée de faire un jeu, en fait. Tu vois? Non, son idée, c'est comment faire un film, 3 films en même temps pour 6 billes. Pour moi, personnellement, il s'est exactement dit ça. Son idée, ça a été de parler de l'histoire du cinéma et c'est pour ça qu'il a pris 3 films parce qu'il voulait 3 séquences historiques du cinéma, les années... Putain. En fait, le jeu, c'est Cinéman, en fait. Oh mon Dieu! Oui, bah oui. Alors, je sais pas si... Et d'ailleurs, Cinéman a été remonté par nous dans le jeu, c'est pour ça qu'il a cette gueule. Non mais attends, parce que je me suis perdu, parce qu'à la base, pourquoi je vous parlais de cette conférence de la GDC, parce qu'à un très court moment, il parle de comment fonctionne son système de clic. Alors en fait, déjà, le clic, c'est la façon dont il représente le fait de faire le montage dans le film. C'est-à-dire que lui, il part du principe que, en fait, généralement, quand on a un cut entre une scène et une autre, on a un élément qui fait la transition entre une scène et l'autre. Alors il a essayé de retrouver ce truc où, en fait, quand tu cliques sur un élément, ça devient l'élément central de ton cut qui amène à un autre endroit par rapport à la truc. Enfin, c'était son idée. Du coup, personne n'a compris ça. On dit juste, bah ouais, je clique sur un élément, ça m'emmène dans une autre scène. Mais voilà, dans sa tête, conceptuellement, c'était comme ça qu'il représente le cut. Mais le truc, c'est que c'est pas aléatoire exactement. T'as un algorithme qui est en fait un petit peu le metteur en scène de l'ombre qui va te dire alors l'objet sur lequel tu viens de cliquer, il a telle importance dans la scène, alors il faut que je prenne un élément de telle importance dans la scène. Ça fait un moment que t'as pas eu de scène de tension, de trucs comme ça, donc peut-être là c'est le moment de te mettre une scène de tension. Et en fait, il y a plein de petits éléments qui, mis bout à bout, te donnent un résultat pour choisir telle séquence et pas une autre. Mais c'est pas aléatoire. Mais en même temps, toi, tu n'as aucune
possibilité de connaître ou de contrôler ce qui se passe. Oh, le merdier. Tu cliques sur les trucs, tu sais jamais sur quoi tu vas tomber, en fait. Et t'as aucun moyen de le prédire, c'est même pas... Tu disais, il y a une poule Le Sun. à l'intérieur desquelles taper, mais c'est même pas genre, tu vas cliquer, puis tu vas finir par tomber dessus. Tu vois, je pense que t'es fini par tomber sur des trucs que t'as pas eu, parce que le jeu a fini par se dire « Ah, ça fait un moment qu'on n'a pas eu de nouvelles séquences, viens, on va lui en foutre une. » Et pas juste c'est tombé dans la RNG, tu vois. C'est peut-être encore plus connard que ça. Mais tu vois, il y a eu un moment où je cherchais une séquence en particulier et du coup j'avais commencé à passer de lampe en lampe. Et il y a un moment où le jeu ne voulait plus et j'ai juste commencé à switcher sur les 2 mêmes rushs en boucle. Pendant là je suis arrivé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Après là j'ai fait bon, tu me casses les couilles, j'ai arrêté, j'ai abandonné. Et je rappelle que c'est cette meuf qui vient me dire après à moi que Hitman Blood Money c'est chiant. Hein. La meuf elle clique sur des lampes pendant 20 minutes. Oui, ton perso il avance lentement et tout. Ouais, bah d'accord, oui. Ouais, mais est-ce au que moins, on Hitman avance. tire sur des Ouais. lampes? Bah oui, en plus. Bon. Bah, oui. tire sur toutes les lampes. Non mais écoutez. En fait, le truc c'est que j'ai adoré parce que ça m'a donné la sensation, tu sais, de regarder des films vraiment différemment. Et tu sais, j'ai vraiment j'aime bien faire les choses de manière un peu chaotique. Genre, tu vois là, Ah bon? j'en parlais vraiment sur un autre Discord. Parce que je suis en train actuellement de me remater les Supernatural. Mhm. Sauf que quand je dis remater, bon, c'est pas tout à fait vrai. Parce qu'en fait, moi, la première fois que j'ai maté la série, j'ai commencé à la fin de la saison 4 et j'ai regardé jusqu'au début de la saison 11. Donc ça veut dire que j'avais pas vu... J'ai même pas vu 4 saisons, en vrai, parce que je suis arrivé sur les 2 derniers épisodes de la saison 4. Donc je suis arrivé... Il y avait plein de choses que je ne savais pas. Je ne connaissais pas vraiment leurs origines. Il y avait plein d'éléments dont ils parlaient qui s'étaient passés avant, que je n'avais jamais vu. Donc du coup, moi, je recollais vraiment les morceaux dans ma tête. Je faisais déjà un peu d'Immortality, en fait, quand j'avais 15 ans. Mmh. En fait, ce qui se passe, c'est que justement, là, je suis en train de remater la série, mais en même temps, du coup, là, je suis en train de découvrir. Là, j'ai fini la saison 1 récemment, bah, je découvre tout ça, parce que leur daron, littéralement, je l'avais jamais vu. Et, en fait, ce qui se passe, c'est que, à un moment, on me disait que pour aller même encore plus loin dans le chaos, ce que je devrais faire, c'est prendre une série et mettre tous les épisodes dans le désordre et me mater toute la série avec les épisodes dans le désordre. Et moi, j'étais là, oh putain, imagine, je regardais Grey's Anatomy comme ça. Genre, je regarde un épisode de la saison 5, épisode 6, puis après je saute à la saison 17, épisode 14, puis après saison 1, épisode 2. Tu m'étonnes que t'es fan de Marvel, je te jure. Je suis même pas fan de Marvel, mais en ce moment je suis en train de rattraper, c'est trop bien. Mais voilà, en fait le truc c'est que j'aime bien le côté un peu chaotique des visionnages. Et là en fait, là ce Immortality ça me permet de regarder des œuvres dans un chaos complet. Et en même temps, ne pas faire ça en manquant de respect à l'œuvre de base. Donc c'est parfait en fait. Ouais, tu manques juste de respect à nous. Le problème, c'est que c'est l'œuvre de base qui te manque de respect, du coup, en montant les 2 mêmes lampes en boucle, mais bon, ça c'est... Voilà, chacun son Ah, mais tu problème. comprends pas, c'est le chaos en fait. Non mais tu vois, après ça j'ai fermé le jeu, j'ai désinstallé et plus jamais je lance cette merde. Depuis j'ai complètement changé mon avis sur le jeu. Non, je rigole. Par contre, tu m'as dit hier, et je t'ai coupé pour le garder pour le podcast, Oui. mais tu m'as dit hier que le fait de refaire le jeu, il n'y a absolument aucune replay value. Oui, alors ça c'est un élément qui est intéressant. Bon, le truc c'est que là quand j'ai joué au jeu la première fois, ça a été une grosse claque. Et en fait j'ai adoré essayer de comprendre ce qui se passait, à la fois dans les films, mais en même temps en dehors, parce que un truc qui est assez génial, c'est que tu vois aussi un peu les relations entre les acteurs, actrices, en dehors du set, quand tu vois genre au début d'un cut, ou même à la fin, tu vas aller voir échanger des petites paroles qui vont donner des indices. Tu vois, genre par exemple, il y a une séquence où... Bon là c'est plus lié aussi à l'autre, mais il y a une séquence où il y a Carl et Marissa dans une boîte dans Minsky qui vont ken sauvagement, et en fait à la fin de la séquence, t'as Marissa qui sort de la boîte, on dit cut, et là on l'entend dire à Carl en off, What was that? Ça s'arrête vraiment là-dessus, et toi t'es là en mode, qu'est-ce que c'était quoi? Dans Ambrosio, t'as aussi une relation entre un acteur et une actrice qu'on voit un peu devant la caméra. Et il y a un plan moi qui m'avait beaucoup marqué, c'est justement sur cette même actrice qui joue ou s'appelle Sophia, parce que bon, entre le nom des actrices, le nom de leur personnage, on finit un peu par s'y mélanger, mais je crois que c'est
l'actrice qui s'appelle Sophia. Donc du coup, il y a un moment, il y a vraiment un très long plan sur elle dans une église. Elle a écouté Ambrosio qui fait un sermon. Et en fait, durant tout le plan, tu la vois vraiment retenir des larmes. Et vraiment, il y a quelque chose de très émotionnel, très intense. L'acting est très bon dans le jeu. L'acting est super bon. Et en fait, à ce moment-là, moi, je me dis, bon, c'est un truc lié au personnage. Il y a un truc à ce moment-là qui fait que, notamment parce qu'en plus, littéralement, dans le film, à un moment, Ambrosio va agresser sexuellement cette actrice. Du coup, je me dis peut-être que c'est une scène qui vient après ça et du coup, elle est très émotive et tout. Sauf que c'est un plan qui dure très longtemps, peut-être genre plus de 2 minutes. Et rendu à la fin, ça cut et t'entends le réal qui se plaint en mode oh là là, mais qu'est-ce qui lui prend, elle est en train de craquer devant la caméra. Et voilà, ça rechiale. Mais vraiment un truc comme ça. Et là, tu comprends que c'était pas censé se passer, donc que c'est pas le personnage, mais c'est l'actrice qui craque devant la caméra, et tu te dis qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle soit comme ça. Après, tu apprends que le réal était quand même un gros sac à merde, que personne l'aimait beaucoup, et du coup, tu te dis que ça peut être aussi toutes les pressions que lui leur foutait, et comment il avait, la manière qu'il avait de leur parler, qui les fout aussi dans un état pareil. Il y a une anecdote dont je repense beaucoup, sur le pont de la rivière Kwai de David Lean, où à un moment t'as une séquence où il y a un des acteurs qui s'effondre dans son lit, hein, qui chiale et tout. Et en fait, ce que j'avais lu là-dessus, c'est que en gros l'acteur il arrivait pas à faire cette scène, et David Lean il s'est tellement énervé sur lui, il a tellement gueulé dessus qu'en fait, au moment la prise qu'on voit qui est dans le film, c'est pas le personnage qui chiale, c'est l'acteur qui chiale en fait, vraiment, qui est au bout de sa vie parce que David Lean lui a trop mal parlé et qu'il l'a trop mal vécu en fait. Donc c'est vraiment tous ces moments où... C'est drôle, enfin c'est drôle, c'est horrible, mais en fait ça me rappelle, parce qu'il y a un moment aussi dans l'un des films où il y a une scène de sexe, et l'un des acteurs lui demande « Attends, was it acting? Est-ce que tu jouais là pendant le truc ?» Et ça m'a fait trop rire parce que j'ai repensé au fait que Shelley Duvall, dans Shining, elle jouait tellement bien la désespération qu'elle a créé une légende sur le fait que les gens pensaient que Kubrick l'avait maltraité sur le tournage, tu vois. Alors juste, bah non, c'était son rôle de jouer, tu vois. Il me semble quand même qu'il n'a pas été cool, mais après, il y en a beaucoup qui en ont fait un peu trop. Faire 170 prises, c'est un move de connard, on se comprend, mais elle est toujours revenue défendre Kubrick, et je sais que j'ai lu l'incroyable article de Hollywood Spirit, je crois, sur la dernière année de Shelley Duvall où elle s'était recluse, et elle a toujours défendu Kubrick en disant non, bah j'ai juste une bonne actrice en fait, juste bah le monde d'Hollywood, je le déteste, c'est tout. C'est un monde infernal, toi, mais Kubrick, lui, c'était cool, quoi. En fait, tu vois, justement, il y a beaucoup qui en ont fait des caisses avec ça, en prétendant que si elle a fini comme ça, dans un état psychique aussi grave, bah, c'est à cause de Kubrick, à cause de ce tournage, alors que pas du tout. Enfin, il y a pas que ça qui fout une personne au fond, tu vois. Il y a eu quand même d'autres antécédents, il y a eu d'autres trucs. Alors, ça a peut-être pas aidé, mais il y a pas eu non plus que ça, tu vois. J'aimerais profiter, parce que là, ce n'est qu'une partie du problème, mais j'aimerais élargir un petit peu. J'aimerais parler du fait que c'est maladif, j'ai l'impression. Et pour le coup, je ne le constate que chez les gens. Alors, peut-être un peu de la télé, mais parce que c'est une sous-branche, mais vous vraiment. Êtes de la télé il y a un truc dans le. Connasse, j'ai la ref. J'ai quelque chose à vous montrer. Arrête. Il y a un truc chez les cinéastes, les cinéphiles, dans tout ce merdier-là. Il y a une espèce de besoin maladif de modifier, déformer les histoires pour en faire une version plus intéressante. Ils peuvent pas se contenter de dire des trucs banals. Il faut forcément tout mitonner, en fait. Et du coup... On en fait des légendes. Exagéré, je dirais. À chaque fois que j'entends des anecdotes sur des films ou des stars ou des trucs comme ça, moi, Osef, rien à foutre, parce que les 3/4 du temps, ça n'a jamais été la vraie version, en fait. Et ça me... Enfin, qu'est-ce qui fait dans ce corps de métier? Oui, évidemment, professionnellement, leur métier, c'est de faire en sorte que l'histoire qu'ils racontent soit racontée de la façon la plus intéressante possible. Bon, effectivement, je pense que des formations professionnelles, tu finis par faire ça avec toutes les histoires que tu racontes. Mais, putain, c'est vraiment... j'ai pas l'impression de voir la même chose... C'est drôle. Dans d'autres secteurs, en fait. Il y a vraiment un truc ou alors c'est la starification qui n'est pas aussi prévalente dans les autres milieux, et c'est la starification qui fait que on grossit le trait pour rendre la chose encore plus incroyable et merveilleuse. Peut-être, ça me rappelle, si c'était le truc, je l'avais posté, c'est genre
les top 10 des meilleurs acting, et c'est toujours comme ça, c'est juste le mec qui fait... Oui, mais vraiment, quand on te parle des meilleurs acting, c'est toujours genre des personnes qui vont gueuler, qui vont frapper, qui vont être en colère, qui vont... Oui. Mais c'est genre, putain. oui, bon, alors que jouer, justement, genre, il y a un moment où Marissa, juste, elle regarde l'écran et elle sourit, mais c'est limite effroyable, genre, elle joue très... Et même l'entité, à un moment, elle a bien été cast, hein, l'entité, hein, bravo, Oui, bravo, Daniel, ils ont et toi. tous Incroyable. été incroyablement cast en vrai. Ouais. On va commencer à parler de l'entité, d'ailleurs. Oui, faudrait parler de l'entité. L'entité, incroyable casting. Tout le monde, incroyable casting, pour le coup. Ouais. Parce qu'en fait, tout le monde est incroyablement crédible, et en fait, c'est fort parce qu'il faut quand même trouver des personnes qui sont aussi... Enfin, en fait, dans un cas comme ça où tu vas cast des acteurs pour jouer des acteurs qui vont jouer des personnages, t'as vraiment ce truc vraiment de mise en abîme où, au moment où ils vont briser leur personnage devant la caméra, il faut qu'ils restent crédibles en discutant entre eux devant la caméra, tout en jouant toujours, vu qu'ils sont en train de jouer pour Immortality. Et je trouve que ça, c'est vraiment pour le coup un truc qui fonctionne super bien. Tout le monde est Juste très très crédible là-dedans. un truc bizarre que j'ai noté, c'est que tous les hommes acteurs principaux, donc enfin je pense surtout à Greenwood et Ambrosio, qui sont étonnamment doux et consciencieux avec leur actrice. Et pour un truc dans les années 70, je trouve ça fait ultra bizarre, parce que du coup, enfin là je suis en train de lire une note que j'avais fait avant le reveal de fin, mais du coup Marissa, pendant tout le jeu, hors acting, c'est elle qui pousse le plus à la socialité. C'est elle qui monte ses seins, c'est elle qui force pour des scènes de sexe. Et je trouve que ça fait bizarre parce qu'il y a un peu un côté... Genre, autant L'Oréal est monté comme un gros porc pervers, ce qui est le cas, hein, enfin il y a beaucoup, mais je trouve que les acteurs sont beaucoup trop... Ouais, mais je trouve que... genre Ambrosio, voire même... Non mais Greenwood, le mec c'est un saint, quoi. Non. Alors, Je vais laisser bon, ma il veut se taper Duric, mais... je voulais te parler... Alors, c'est pas un saint, non, mais moi je voulais parler d'un truc, c'est que... le reveal de l'entité, la mécanique de l'entité, tout ça, c'est super intéressant, hein, c'est génial. Artistiquement, ce qu'ils en font avec, ok, ouais, je suis pas ok, étonné. ok. Mais par contre, moi, ça me pose problème, c'est que il y a un élément qui me perturbe dans l'histoire, c'est qu'il y a un élément que moi je lis d'une façon. Tu peux spoiler, hein. Oui, je sais, mais je fais la prémisse pour bien expliquer ce que je vais dire et pourquoi je vais le dire. Il y a un élément qui est montré d'une façon où, que ce soit dans le making-of, que ce soit dans la conférence de la GDC, que ce soit dans l'essai vidéo, je n'ai pas eu de retour de gens qui parlaient de cet aspect-là, qui me semble très étrange. C'est que toi, tu parles de celle qui pousse à la sensualité, mais moi, je l'ai pas lu comme ça. Et en fait, moi, le problème que j'ai avec ça, je vais revenir là-dessus, je vais expliquer. Le problème que j'ai avec ça, c'est que cette lecture que j'ai et cette façon de lire, elle fonctionne, elle est intéressante et elle existe à partir du moment où tu prends pas en compte l'entité. Mais explique. Le fait qu'il y ait l'entité fait que ça n'a pas vraiment, ça n'a pas vraiment de sens. Ça n'a plus autant de sens et plus autant d'importance, mais du coup, c'est jamais traité quoi qu'il arrive. J'ai l'impression que c'est un angle mort pour tout le monde. Et le fait, c'est que dans le premier film, la meuf, tout début, elle est castée, voilà, elle est toute fraîche, toute pimpante, elle vient de faire une pub pour du savon. Elle a 17 ans, je crois. Elle a 16 ou 17 ans. Bon, voilà, pendant la vidéo de casting, en plus, l'autre a un gros porc, fait des commentaires salaces en mode « Ah, tu sais que les huîtres, c'est aphrodisiaque ?» Elle qui répond « Je sais pas ce que c'est qu'un aphrodisiaque. » Enfin, voilà. Jeune et innocente qui se retrouve d'un seul coup mis face à un énorme... port de studio. Après, on a... Hitchcock, littéralement. Comment? Oui, il y a aussi Oui, le producteur qui va la présenter sur les plateaux télé. Il la tient par le bras en mode... Oui, par le cou, comme morceau. Oui, pardon. Il le tient par le cou et c'est la vidéo de la vraie actrice qu'ils ont pris comme référence où c'est vraiment le réalisateur qui l'avait chopé par le bras pendant toute l'interview. Enfin, c'est un vrai truc effroyable. Effroyable. Mais du coup, voilà, on a cette meuf qui est très jeune, qui, en tout cas, elle nous est présentée comme extrêmement naïve et peu formée sur ce genre de choses, qui se retrouve dans un milieu très sexualisé. Libidineux. Et qui n'a pas de repères et qui se retrouve avec des gens qui profitent du fait qu'il n'ait pas de repères et qui les laissent
spécifiquement floues pour que ça les arrange, tu vois. Et quand tu regardes son comportement dans Minsky, et je parle de l'actrice, pour le coup, quand on la voit, elle, filmée, soit filmée pendant les répétitions, filmée avec l'acteur quand il débarque de Californie et qu'il arrive, et ce genre de choses. Non, c'est pas elle qui pousse à la sensualité. T'inverses les rôles, tu mets un mec dans sa situation, c'est considéré comme du harcèlement sexuel. Je suis désolé, mais quand elle fait la scène, ils sont pas du tout, comment dire, ils se sont pas du tout entendus avant, ils ont pas communiqué. Elle démarre la scène, elle commence à faire des trucs un peu sexuels. À la fin de la scène, le gars, clairement, il y a plein de scènes au tout début où le mec est vraiment pas à l'aise et il le montre et il le dit, il est pas à l'aise. Et à la fin de cette scène-là, elle justifie en mode « Ah, tu sais, mon personnage fera 10 fois pire, alors je te prépare ». Un mec dit ça à une actrice après avoir fait un truc comme ça, tout le monde dit que c'est un énorme porc. Et pour le 3e film, il y a pareil une scène où elle roule un patin à, je sais plus son nom, mais l'acteur qui fait le top modèle de sous-vêtements, où pareil, il est très, putain, j'ai pas l'habitude que ça se passe comme ça, machin, et ça la fait rire. Et le fait que, bah ouais, c'est une actrice qui a été tout de suite mise dans un milieu qui était totalement flou, machin, et qui a pas de repères, et qui du coup, elle-même, se met à avoir des comportements vachement problématiques et d'agresseurs et de trucs comme ça a du sens. Sauf que tu rajoutes l'entité, ah bah non, en fait, c'est une entité millénaire par-dessus, machin, exactement. Ça ne marche plus du tout. Cette lecture n'a aucun sens. Mais de toute façon, cette lecture, je ne l'ai vue relever nulle part. Du coup, est-ce que c'est un angle mort pour tout le monde ? Je me pose la question, je ne sais pas. Bah, je pense qu'en fait, le truc, c'est que ça aborde pour le coup des vraies problématiques. Du coup, c'est vrai que c'est peut-être aussi pour ça que du coup, l'entité est pas trop ramenée à ce moment-là. Mais c'est vrai que je trouve que justement, il y a Marissa qui a quand même en effet un comportement qui pose problème à pas mal de moments. Bah, tu vois, justement, dès avant de tourner Minsky, on a une petite séquence où Zurich et Marissa sont en train de parler et Marissa lui dit de but en blanc, je vais séduire Karl. Donc du coup, elle est déjà en mode, je veux le taper. Du coup, quand il y a ce plan à un moment où il y a cette espèce de test d'alchimie entre les deux, elle en profite vraiment de ouf. Mais en même temps, tu vois, je trouve qu'il y a un rapport qui est assez intéressant parce que du coup, il y a elle avec Karl qui a ce côté vraiment, elle en profite de ouf pour essayer de se rapprocher ou quoi, tu vois, dans ce test d'alchimie, justement, elle pousse un peu le truc pour lui rouler une pelle. Et, mais en même temps, à côté, encore dans Minsky, dans les trucs préparatifs, on voit aussi que on dispose aussi d'elle comme on veut, en fait, au final. Toi, il y a un moment où elle doit poser pour tout à fait qu'on fasse son portrait, et là, t'as l'acteur, justement, qui va jouer Minsky, qui arrive. Le vieux de la vieille, qui en plus est en train de parler de Picasso, tout ça, enfin bon. Et après, il la voit comme ça, il fait « Oh, bah attends, laisse-moi profiter du fait que tu sois immobile pour te voler un baiser !» Et t'es là, mais t'es un espèce d'énorme chien de la casse, toi, en fait. Donc, en fait, ce que j'ai trouvé bien fait, c'est que on montre que c'est une ambiance globale d'abus constant qui fait que tu n'arrives pas à saisir les limites des autres, déjà de base, parce que on se fout de tes propres limites à toi. Donc, certes, il y a vraiment une ambiance qui est très pesante. Je pense qu'en fait, ce que moi, je surtout voulais relever, c'est qu'en fait, c'est que j'ai l'impression que le jeu, et je rejoins un peu moche là-dessus, c'est que il ne révèle pas les agressions quand c'est des femmes qui le font. Tu sais, il y a un peu, en fait, ça met en avant forcément le réel libidineux, parce qu'il l'est, hein, on sait que, enfin, moi j'avais plus El Topo ou, Jodorowsky se vantait d'avoir essayé de violer, son actrice principale, mais une dinguerie, quoi! Donc oui, forcément, genre, je défends pas les réels comme ça, mais je suis un peu en mode, j'acquiesce avec, l'a fait dans les termes que j'ai utilisés en mode elle pousse à la sensualité et tout ça et tout. Mais c'est vrai que tout le film Minsky, c'est littéralement genre elle, enfin, toute la scène où tu sais, elle fait le masque et tout comme ça, et elle le touche à tout, mais ça se voit qu'elle est un peu en mode, les yeux sont terrifiés en fait. Et j'ai pas l'impression qu'il y a un focus fait sur ouais, mais les femmes aussi peuvent faire ce genre d'agression en fait. Et vu que spoiler, du coup, on apprend que Marissa meurt avant tout. Mais littéralement avant tout, parce que je crois qu'elle a fait un petit film à la con. Alors, là, je vais citer la vidéo de Jacob Geller sur Immortality, parce que moi, je n'ai pas vu cette scène, mais j'ai vu cette scène et il l'explique très bien. C'est que, bah, Marissa, du coup, elle meurt, elle se fait l'entité contrôle, parce que ce sont des vampires parasites, immortels, et du coup, en fait, pour contrôler un corps, ils doivent le voler, littéralement, donc tuer la personne avant. Donc, Marissa n'est pas Marissa, c'est l'entité depuis le début, qui joue la jeune effarouchée. Et en fait, du coup, tout le jeu, en fait, on suit l'entité dans un corps d'un autre. C'est pour ça qu'en fait, tout le délire sur que, en fait,
c'est une gamine qui a pris les codes d'agression qu'on lui a appris dans les années 70, qui les juxtapose comme elle a connu, ça ne marche plus parce que, techniquement, l'entité, elle est immortelle. Elle a 4 milliards d'années, toi, donc... Moi, j'ai limite noté que c'était Eve, donc... C'est encore la meuf de l'Atlantide, ça, hein, voilà. Les mêmes problèmes, à chaque fois les mêmes, hein. Toujours des meufs de 8000 ans, hein. C'est, voilà. On le dit pas assez, ça. Là, j'ai l'impression qu'elle a quand même elle est peut-être plus vieille que 8000 ans. Si c'est Eve, oui. Eve, bon. Eve, Je voulais dire un truc civil. Juste par rapport à Carl Greenwood, tu disais avant, voilà, c'est un parangon de bonté. Juste, il y a quand même quelques répliques à un moment qui m'ont un peu fait froncer les sourcils. Alors déjà, on a une séquence à un moment où il a un peu il donne un peu sa vision des femmes, de ce que devraient être des femmes, et qui est quand même très misogyne. Je crois pas avoir noté exactement ce qu'il dit. C'est celle où il était entouré de tout le monde, non? Ouais. Et là, bon, et tu vois que le mec est quand même très misogyne. Et justement, dans la séquence où c'est test d'alchimie, il y a un moment où elle lui demande, où elle dit à Carl, il y a pas beaucoup de femmes qui te disent non, hein, et lui après il regarde la caméra et en mode, et qui m'ont dit non, et qui le pensaient réellement. Et juste cette réaction, t'es en mode, ouais non mais ok, non mais mec là. Oui, parce qu'on apprend que c'est un playboy tiré d'équipe de fou. Enfin ouais, c'est un connard, bien sûr. Mais je disais, comparé vraiment, en fait il fait tout le film, il est effarouché en fait. Oui, tout le film, il a ce côté-là. Il prend le rôle qu'avait Marissa dans le premier film en fait. Oui, en fait c'est un truc que j'aime beaucoup dans l'écriture, c'est que tu vois, Carl, ça m'étonne pas du tout que lui-même ait été agresseur à des moments, mais là, dans la dynamique du film, c'est plus lui qui est victime d'un peu tout ce qui se passe, et c'est pas réellement lui qui engage les choses, sauf à un moment où il pécho John Durick sans prévenir. Ouais, let's go, hein. D'ailleurs, c'est trop drôle parce que l'entité, Marissa, elle est en mode, vas-y, embrasse Andy Warhol, déjà, il y a un cameo d'Andy Warhol, ah bon? et genre, vas-y, t'as cliqué sur Andy Warhol ou pas? Oui, ça mène au chien, non? Oui, systématiquement, ça mène au chien avec une perruque blonde sur la tête. C'est d'accord. Oui. Ok. Oui, parce que littéralement, Andy Warhol, c'est un chien de la casse. Hein, il s'est fait tirer dessus pour une bonne raison, par la meuf qui a fait le Scum Manifesto. Voilà. Fun fact. Qui est un livre nul à chier, hein, bien sûr, on se comprend. Hein, Mais je trouve ça drôle que la meuf qui a fait l'un des œuvres les plus misandres ever ait tiré sur un homosexuel. Je trouve ça... Pour moi, c'est du cinéma. Toi, genre, on aurait cliqué sur Scam Manifesto, on aurait eu Cougnet Club, toi. Peut-être pas. Mais ce que je veux dire, c'est que, par contre, elle est tout de suite dérangée parce qu'en fait, du coup, elle voit que son boy est plus intéressé par John Durick que par elle. Tu vois, je trouve ça drôle que... Même s'il y a tout un côté... Merde, c'était quoi? C'était pas... Grant qui était... genre, ils étaient très bons copains, ils vivaient ensemble, mais c'était des très bons amis. Ah, j'ai oublié les deux acteurs qui... Ah, je crois que... Ah, bon, je demanderai à mon ex, elle connaît tous les cinémas homosexuels des années 60. Et on va quand même parler un peu du troisième film, parce que c'est là où les choses se gâtent, parce que pendant tout le film, et surtout pendant beaucoup de rushs, je vais me suicider. Super. Je vais me remplacer par l'entité. L'actrice, du coup, Marissa, commence à avoir des saignements de nez. Et oui, comme un perso d'animé, elle a la maladie des animés, du coup. Et elle tombe dans les vannes. Des saignements de nez, on a vu des choses plus étranges. Des saignements de front. C'était une blague, mais c'est pas grave. Ah, ouais, super drôle. Ils l'auront en anglais, c'est pas grave. Oh GG. Par contre, là, je pense que c'est peut-être le moment de parler un peu de l'entité. Vas-y, Sibyl, c'est quoi l'entité? The One, ou aussi appelé The Other. En fait, l'entité... Non, c'est pas la même chose. Non, mais non, il y a The One et The Other. Donc il y a ces deux personnes, deux formes. Une version femme, pas la même phrase, hein. Une version femme, une version masque. Excusez-moi, je l'ai mal dit, mais on est beaucoup plus focus sur la version femme. Alors ce qui se passe, c'est que... Moi j'utilisais les pronoms non binaires. Cette personne-là va avoir beaucoup de séquences, et c'est principalement les séquences qu'on va voir en surimpression qui vont être comme ça, où elle va parler d'elle. Elle va parler un peu de sa vie, de son existence, et même de leur existence en tant qu'entité immortelle, de comment est-ce que elles vont prendre les vies des autres, prendre des masques pour survivre. En fait, c'est un peu des... Tout le monde porte un masque. C'est un peu des parasites. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que il y a ce côté aussi, vivre aussi dans un autre plan de l'existence. Enfin, il y a un truc quand même très surnaturel là-dedans que je trouve très sympa. Et en fait, on voit, en l'entendant parler, que c'est une personne qui est très fascinée par les êtres humains, et notamment la création artistique. Et qu'en fait, c'est quelque chose dans lequel elle a réellement
envie de s'investir, d'avoir une place dans le monde artistique, de faire des films, de jouer dans des films, elle a été une muse aussi pour un peintre, enfin, elle a fait beaucoup de choses et elle veut constamment en faire à nouveau parce qu'elle veut se sentir impliquée dans le monde des humains et leur monde de la création. Quelque chose que The Other lui reproche énormément parce que ils pensent pas qu'ils devraient être autant impliqués dans leur mode de vie. Eux sont juste là pour se servir des humains, pas pour être des humains. Et en fait, elle est très frustrée par ça. Et ce qui se dégage beaucoup des séquences qu'on a entre les deux, c'est un profond vide, je trouve. On sent en fait que elle, il y a vraiment un gros manque à combler. On sent qu'elle se sent pas du tout bien, quoi. Et en fait, je trouve ça vachement intéressant de voir un peu tout son cheminement, tout son parcours, et tout ce qu'il y a à faire. Et des fois, certaines séquences, ça va juste être elle qui va refaire des séquences qu'on a vues juste avant, genre une séquence de répétition, hop, on a une scène cachée, on a un rush caché, on va dans le rush caché, littéralement on voit juste The One qui va avoir exactement les mêmes répliques que Marissa, avec les autres acteurs, et elle va faire exactement les mêmes choses. Il n'y aura aucun ajout, rien de plus, et là c'est juste elle qui essaye de faire comme les autres, et de vraiment être comme une humaine. Donc il y a quelque chose de profondément pathétique, je trouve, dans ces séquences-là. Oui. Et Elle est tellement triste, surtout quand elle tue des gens. bah, elle est toujours très très triste. Moi, j'adore la séquence où il filme une séquence d'interrogatoire, donc dans une salle d'interrogatoire, où le détective finit par sortir et la laisser, et tu mets la scène à l'envers. La meuf, elle est à table en train de clopier, puis elle fait « J'ai fait de la tôle. Dans la vie, il y a que des artistes et des flics. » L'art consiste à prendre conscience de notre mortalité. Ok. Oui, elle fait plein de phrases philosophiques comme ça, et en fait, je vois, à force d'avoir ces petites phrases comme ça qui s'empilent, t'as un moment où t'as l'impression de voir une parodie, en fait. T'as vraiment l'impression que même elle s'auto-parodie, en fait, et qu'elle essaye tellement de sortir des phrases un peu philosophiques sur la création qu'elle essaie un peu d'imiter les humains comme ça, mais en fait va juste passer son temps à les parodier. Il y a un peu un truc comme ça qui fait que des fois j'avais envie de la prendre dans les bras, faire « Oh mon chat, t'inquiète pas, tu y es, promis. » Ouais, c'est pas facile, hein. Non, mais moi, il y a un truc qui me... Ah, ouais, ok. C'est que quand j'ai regardé la conférence, le gars nous... Oh, tu la chies, ta chiasse. Tu coupes pas la parole. Évidemment, tout sera coupé au montage, bien sûr. Ce sera le shitpost Non, de mais fin. comment je disais tout à l'heure par rapport à ça, c'est que le gars, dans sa conférence, quand il te décrit son jeu, il te dit qu'il voulait parler de création et se poser des questions philosophiques telles que pourquoi l'être humain crée. Et je me dis, ah putain, nous faire un coup à la création, viens, on est des êtres immortels et c'est nous qui avons fait Jésus-Christ. Putain, c'est tellement américain mental comme... Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Ah, putain, ouais, ok, oui, la création, alors tu nous parles d'Adam et... Oui, la jeunesse, forcément. Ouais, oui, c'est... Ah bah c'est du symbolisme, tu devrais aimer, ils le disent littéralement. Ouais, mais je sais, mais du coup, je trouve que ça parle pas de création, au final. Ça nous montre un personnage qui n'est pas capable de créer, mais, qui n'est pas... Ouais, je trouve que c'est comme... Putain, c'est quand même terrible. C'est comme Exit Through the Gift Shop pour un truc qui est sur un sujet. Je trouve que ça parle pas du sujet, en fait. Mais tu veux une blague? C'est ce que j'avais dit à Sibylle. Mais tout le fait qu'on doit se taper un banc de montage avec plein de trucs de films qui sont pas sortis, mais en fait, on se tape le reportage de Monsieur Brainwash, hein. On se tape tous ces putains de films à la con de merde, là. C'est vrai. Et là, il fait genre, eh ben là, je vais filmer mes pieds. Ok, mais ça, j'ai mis où dans ce putain de film, là? T'imagines, il y a l'entité, elle est bloquée dans le truc de Brainwash, là. Ah bah, tiens, tu la voulais de l'art, hein? Tiens, bouffe ça, là. Oui. En fait, je sais que moi-même, en jouant au jeu, je trouvais qu'il y avait certains trucs qui étaient intéressants. Après, je trouve qu'il y a des fois, ça tournait un peu trop en rond et que ça, justement, virait un peu trop à la parodie. Ça en faisait un peu trop des caisses, au final. Maintenant, il y a quand même des scènes qui sont très touchantes, et ça, justement, c'est un truc que, du coup, quand on a vu hier, et c'était toi qui avais partagé la vidéo, Queen, moi, j'avais pas redébloqué cette séquence-là, et je l'avais complètement oubliée, mais c'est la séquence où l'autre est en train de faire du playback sur Candy de
Candy Says de... Candy Says de Velvet Underground, mais qui a été reprise par Oui. The Nonny, Oui. c'est ça? Oui, Anony. Anony, voilà. Qui est, Pour le coup, c'est vrai que c'est une séquence qui est très belle, en fait. En fait, ce que j'aime beaucoup, c'est ce Oui. qui marche dans cette séquence, il en aurait fallu plus des comme ça, c'est que on exprime quelque chose sans le dire. Et ça aurait été sûrement un peu mieux d'avoir plus de séquences comme ça où l'autre exprime certaines choses sans les dire. Après, il y en a quelques-unes comme ça aussi. Il n'y a pas uniquement celle-ci. Et je trouve que c'est les séquences les plus touchantes, pour le coup. Oui. Quand elle exprime sa frustration, son vide et son incapacité à créer, que lorsqu'elle le dit réellement. Il y a de très belles scènes comme ça. Il y en a. Oui. Et du coup, c'est qui The Other? The Other, en fait, moi au début, je me suis beaucoup dit, les deux, on dirait un peu Adam et Ève, tu vois. Oui, j'ai précisé mes notes aussi, mais... Ouais, c'est ça. Mais en fait, je crois que c'est un peu un compagnon de route, au final, un compagnon de route immortel comme The One, et qui a un côté, pour le coup, beaucoup plus désabusé. J'ai pas envie de dire qu'il est contraint, mais il est un peu là parce que l'autre, elle fait un peu n'importe quoi avec ses films, et il est un peu en mode... Ouais, bon, bah, c'est quoi, c'est la 10e fois que ça marche pas, là, j'ai l'impression. Ouais, non, vraiment, c'est ça. Hein. Un peu blasé. Ouais, il fait la gueule tout le film, hein. Ouais, vraiment. Même quand il porte un super serpent, et ça, je comprends pas, parce que c'est trop cool, quoi. C'est vrai qu'il y a le serpent à un moment. Dans Two of Everything. C'est un symbole, une métaphore. Oh, tu veux dire que le serpent et la pomme mais attends, mais... What? Mais attends, mais... Ta na na, ta ta ta. Il y a littéralement un success team qui s'appelle La Crucifixion, c'est un symbole. Et je suis en mode, putain, mais moche, elle va adorer. Le jeu te hurle dessus, c'est Mais c'est le jeu regarde la caméra et dit des trucs, c'est dommage, c'est que c'est pas intéressant. Enfin, c'est pas intéressant. Ça va, Oh ça là va. là. Non, ça va. En vrai, ça va. Mais... Bon... Artistiquement, c'est bien, mais... Ah tiens, en parlant d'artistiquement, j'avais un truc à dire par rapport à ça. Parce que je pense que ce jeu est un bon exemple. Je vais encore mettre 2 heures à chier ma chiasse, Queen, je préviens, mais c'est pas grave. Je fais un autre podcast à côté, t'inquiète. Ah, super. Au début de faire mes recherches, j'ai vu que le jeu avait gagné un BAFTA. Et je savais pas que c'était spécifiquement pour... C'était qui? C'était le caméraman et les 2 costumières, c'est ça? Il me semble. Ouais. Et alors du coup, avant de savoir ça, je me disais, oh, le BAF, ouais, ok, ouais. Et en fait, le fait de savoir que c'est spécifiquement ces rôles-là qui ont été récompensés par un BAFTA, je suis tout à fait ok avec. En vrai, mérite total. En fait, ce qui me fait chier, ce qui m'aurait fait chier, je vais plutôt dire ça comme ça, c'est si on avait récompensé ce jeu-là par un BAFTA, ce qui arrive assez rarement, hein. Les BAFTA pour les jeux vidéo, c'est quand même assez rare. Moche du futur. Alors en fait, non, c'est pas rare du tout. C'est juste qu'apparemment, tout le monde en a rien à foutre. On peut remonter au moins jusqu'à l'année 2004 pour des récompenses sur le jeu vidéo des BAFTA. Donc, c'est juste, d'habitude, les gens en parlent pas. Voilà. Et qu'on ait récompensé celui-là parce que je pense que c'est un bon spécimen pour faire la différence. En fait, il y a des gens qui, quand on dit le jeu vidéo est un art, il y a des gens qui considèrent, c'est de l'art interactif, donc c'est de l'art. Sauf que le jeu vidéo, c'est pas de l'art parce que c'est de l'art interactif, c'est de l'art parce que c'est l'interactivité montée au rang d'art. Et le problème que j'ai avec ce jeu, du coup, c'est que c'est de l'art interactif, c'est-à-dire, voilà, c'est des belles images, belle musique, belle écriture, beau, voilà, tout ça. Mais l'interactivité à l'intérieur n'est pas la partie belle. C'est-à-dire que tu peux me mettre une suite de mots et je lis la suite de mots et ça peut me rendre heureux, ça peut me rendre triste. Tu me mets une suite de notes et j'écoute la suite de notes, ça peut me rendre heureux, ça peut me rendre triste. De la même manière, parfois, appuyer sur un bouton, ça peut me rendre heureux ou ça peut me rendre triste. Voire même appuyer sur X pour douter. Oui. Mais il y a un terme dans le jeu vidéo qui est action contextuelle. À l'intérieur des jeux vidéo, c'est quoi? C'est t'appuies sur le même bouton, mais ça peut soit t'ouvrir une porte, soit ça peut te faire lire un panneau, soit ça peut te faire allumer la lumière en fonction du contexte dans lequel tu appuies sur la touche action. Mais action contextuelle, tu peux l'appliquer de la même manière
à la personne qui est en train de jouer. C'est-à-dire que le bouton sur lequel tu vas appuyer, il va avoir une conséquence et cette conséquence va amener une réaction de ta part par rapport à tout le contexte de ce qui s'est passé avant, de ce que tu sais de tes expériences avec les jeux et de la façon dont elles résonnent avec toi. Le problème de ce jeu, c'est que, on l'a expliqué un petit peu tout à l'heure, il n'y a pas de corrélation visible entre l'action que tu as et ce que ça va te donner. C'est-à-dire que si je devais représenter mécaniquement ce que ça fait de jouer à ce jeu, c'est tu cliques sur quelque chose, tu sais pas sur quoi ça va t'envoyer. Tu arrives sur une séquence, tu vas en arrière, même si tu sais que tu vas débloquer une vidéo, tu sais pas ce que cette vidéo va te montrer. Donc au final, t'es devant un bandit manchot. À peu près, ouais. Et t'es devant ta machine à sous, tu tires le levier et t'attends de voir sur quoi tu vas tomber. Tu peux avoir les 10-15 premières fois où tu le fais, l'excitation de « Ah putain, je vais tomber sur un truc », je t'assure que quand ça fait 2 heures... Immortality dans Balatro. Quand ça fait 2 heures que t'appuies sur ton putain de levier pour essayer de débloquer des nouvelles séquences ou des trucs comme ça, t'en as absolument plus rien à foutre et il n'y a plus aucun ressenti dans le bouton sur lequel t'appuies. C'est le moment où je dis, c'est qu'à un moment, contrairement à Her Story où tu vas écouter toutes les phrases pour voir, ah, il y a peut-être un mot-clé que j'ai loupé, là t'es vraiment en mode, ah, génial, une scène, alors je fais, alors j'appuie sur le bouton pour aller jusqu'à toute la fin de la scène et je recule. Ouais. Voilà. Et j'attends. Et quand la scène fait 2 minutes 50 et que tu recules pas trop vite, parce que si tu vas trop vite, ça skip l'artefact fantomatique. Donc faut que t'ailles pas trop vite non plus. Donc t'es vraiment en mode... T'as juste des gens qui font... Ah ça, et il se passe rien, t'es en mode let's go, j'ai raté. En fait, c'est ça, c'est vraiment trop long pour son propre... Tu sais, c'est un peu en côté genre, ouais, bon bah... J'ai vu ce que c'était, c'est bon, c'est fini, je peux sortir du train fantôme ou... Ce qui est terrible, c'est que ce soit toi ou moi, en plus... On a vraiment fait les dernières sessions, on a gratté pour essayer de récupérer des trucs et c'était fin laborieux. Et je suppose que tu as regardé les vidéos après, en tout cas tu nous les as passées et moi je les regardais. Je regarde les vidéos après avoir fait des sessions misérables où j'ai découvert quasiment que dalle et je me rends compte qu'il y a genre la moitié du jeu que j'ai pas vu. Oui. Et c'est genre, ça par mon exemple, problème en fait. C'est pas que je me dis oh là là, à la fin, les derniers trucs c'est chiant, mais c'est pas les derniers trucs, c'est que le jeu ne veut pas que je continue. Oui, mais genre, moi, le fait que la vidéo me montre que, en fait, Marissa, elle est tuée par l'entité, je me dis, ah bon? Et ça, le jeu, il a pas voulu me le montrer, ça. Ouais. Parce qu'en fait, c'est lié à de la RNG, y a pas un côté où mode, ah mince, j'ai loupé parce que j'ai pas été assez intelligente pour régler ce jeu d'énigmes. Non, comme tu dis, j'ai juste pas eu les trois lemons pour avoir mon truc, c'est juste, je suis baisé, quoi. Alors, moi je voulais dire un truc, mais en fait, entre-temps, vous êtes parti tellement loin que maintenant c'est plus dans... Alors, parce qu'en fait, du coup, là, tu parlais des BAFTA, d'immortalité dans les BAFTA, du jeu vidéo, etc. Ah oui, d'accord, ok, t'es là. Et en fait, oui, voilà, bon... Oh non, c'est trop loin, voilà, arrête. Pour résumer le début des jeux. En fait, le truc, c'est que, en fait, ça me rappelle un peu ces discussions autour du jeu vidéo en tant qu'art, et je trouve que de nos jours, c'est une discussion qui est beaucoup moins pertinente à avoir, parce que, à mes yeux, ça semble plutôt assez acquis que le jeu vidéo c'est un art et c'est beaucoup moins remis en question. Je reviendrai dessus. Moi, ça m'a fait penser à un vieil article que j'avais lu quand j'étais à la fac, où c'était une personne qui te disait que le jeu vidéo peut être considéré comme un art à des moments parce que... Et en fait, après, il te disait que le jeu vidéo pouvait être un art selon tout ce qui ressemblait à d'autres arts dans ce qu'il faisait. Genre, les cinématiques dans un jeu vidéo, ouais, mais là, on a les règles de cinéma, on a les règles de cadrage et tout ça. Voilà. Donc, c'est de l'art parce qu'il y a ça. Donc, en fait, il y avait vraiment une espèce de mépris dans cet article qui était assez lourd. Et l'article, il connaissait tellement rien aux jeux vidéo qu'à un moment, il parle des Sims, il parle de son créateur, il dit que son créateur, c'est Will Smith, alors que son créateur, c'est Will Wright. Donc... Mais non, c'est Will Smith, déjà, et donc, du coup, bon, tu vois qu'il y a quand même des trucs où on revenait de loin. Je trouve qu'aujourd'hui, on est beaucoup moins là. Et puis après, on a regardé le documentaire No Clip avec Mosh hier. Je sais pas si tu as eu le temps de le voir, Queen. Non, j'ai vu que le making-of. Eh ben, le documentaire si, No c'est Clip... ça. Ah, c'est bon, alors, j'ai vu que le début. No Clip. Et en fait, dans le documentaire No Clip, il y a un truc qui nous a un peu interpellé, elle et moi, c'est...
quand t'as des actrices qui disent à des personnes du cinéma, oui, alors j'ai joué dans tel jeu vidéo, et que tout le monde est là en mode, ah ouais, ok, d'accord. Vraiment avec ce mépris de, ah ouais, mais c'est juste un jeu vidéo. Et après, juste, ils prennent le truc au sérieux que lorsqu'ils voient que, ah, mais attends, mais en fait, t'as vraiment joué comme si c'était des films, en fait. Et Bah après, comment dire, Quoi? ton jeu vidéo, c'est plus voilà, c'est des cinémas. Hein, Ah oui, moi je suis d'accord. Ton jeu, c'est un FMV, hein, il est vendu comme un full motion Je vidéo. suis d'accord hein. que honnêtement, Immortality, on est beaucoup plus dans du cinéma interactif que du jeu vidéo en soi, parce que la plupart des règles qu'on va suivre dans Immortality sont plus propres au Alors moi, je veux péter des trucs, moi. cinéma qu'au jeu vidéo. Ouais, je peux pas casser des trucs. Je fais la guerre, Ils je sont où veux la les guerre, moi. collectibles? Il est où le Donc, double jump là Alors, notez néanmoins, voilà, pour tous nos gamers puants, que du coup, on peut cliquer sur un élément pour passer d'une scène dans l'autre. C'est possible de naviguer de sein en sein. J'ai testé. Bon, tu vas pas très loin dans le jeu avec ça, mais tu peux le faire. C'est possible. Ah, mais putain de merde. Mais je crois bon. que ce jeu était woke, mais en fait, il est pas woke, en fait. Non. Mais bon, c'est. Est-ce qu'on peut sauter de cul à cul? Non. Enfin, alors, Je l'ai pas eu, celui-là. un tout J'ai eu petit de peu, pêche à mais pêche. en vrai, par rapport au nombre de culs qu'il y a, non, en fait. Ouais, c'est pas faux, ouais. C'est vrai qu'il y a pas dégueulasse. beaucoup de cul. C'est vrai qu'il y a pas beaucoup de cul, hein. Bah, il y en a quand Bon. même, mais on peut pas cliquer sur beaucoup, en fait. Donc, j'ai l'impression que Putain. c'est plutôt, en fait, c'est un pantalon sur lequel tu cliques. Ah non, connard, là, c'est un gros boulard, là, tu vois, le gros boulard, on clique dessus. Ouais, parce qu'il y a genre un plan dans Minsky où tu vois vraiment le boule de Carl Greenwood. Oui. Oui. Qui est remplacé aussi par The Other. Parce qu'il t'y pose. Ouais. Mais, alors, est-ce que le jeu vidéo c'est de l'art? Moi. Alors, je voulais pas qu'on rentre dans ce débat-là, justement, c'est pour ça que j'avais dit non, mais Tu sais que je joue à Alien vs Predator sur PS3 en ce moment. Je suis cinéma, hein. Ah putain. Elle veut qu'on y joue pour le podcast, je vous jure. Aidez-nous à la Vous dissuader. allez voir. Les extrêmes se rejoignent dans le sens où on va faire que des jeux de merde, mais dans les deux extrêmes. Dans le côté arty et dans le côté pas arty de la force, quoi. Je dirais pas Ah. qu'Immortality c'est un jeu de merde, cela dit. C'est compliqué, parce que, déjà, le 1, les gamers, ils sont pas prêts pour dire que le jeu vidéo c'est de l'art, hein. Je t'avoue que... En fait, vu qu'ils refusent toute analyse, parce que si on ose analyser son jeu, c'est qu'on est des woke de merde, et du coup, on met de la politique dans nos jeux, donc c'est... Voilà. Donc, est-ce que c'est un public qui mérite que son média soit traité comme de l'art? Non. Mais, en même Ouais, temps... tu peux dire je pareil sais- pour les lecteurs de comics, hein, donc... Bah, je fais... C'est une surprise de ce que je pense du comics, mais... Non, en fait, l'art n'existe pas. Bam, dans la gueule. Non, c'est juste que, tant que... Pour moi, si tu penses que ce que tu fais, c'est de l'art, pour moi, ça peut être de l'art. Point. Donc, si le mec a fait son jeu... Genre, si le mec, il fait une bosse sur Call of, il dit que c'est pas de l'art, je fais, ouais, bah, c'est pas de l'art. S'il dit, par contre, j'ai bien aimé faire ça, pour moi, ça peut faire de l'art, je me dis, ouais, bah, si tu veux, toi. C'est pas à moi de juger... Genre, je suis qui pour dire que ça, c'est un art ou c'est pas de l'art? Ça, c'est pas à moi de le faire. Je juste dis que... Par contre, je peux dire que si c'est de la merde ou c'est pas de la merde. Que ce soit de l'art ou non, ça change pas, toi. J'ai pas envie de rentrer dans le débat, mais ça me fait rire ton avis. Tout ce que j'ai à dire sur la question, c'est que je suis pas sûr que ce soit plus légitimé en tant qu'art C'est ça. actuellement le jeu vidéo. Je pense que par contre que ça a été totalement légitimé en tant qu'industrie de divertissement Ah, et qu'il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui ferment leur gueule sur ah ouais, le jeu vidéo c'est très très bien, non pas parce qu'ils en ont quelque chose à foutre du jeu vidéo, mais ils ont vu les chiffres et ils ont fait ouf, ouh la big On moula, rappelle ouh la big que- moula. On rappelle que le jeu vidéo fait plus de thunes que le cinéma et la musique en même temps. Voilà, donc après, faut aussi voir combien ça coûte, hein. Bah, non, c'est non, non. c'est peut-être un problème, ça. si ça fait ce pognon là, c'est pas les rentrées d'argent, c'est les bénéfices. Ça fonctionne pas comme ouais. ça. Ouais. Il faut... En fait, je veux pas que le jeu vidéo dise ah mais en fait le jeu vidéo c'est de l'art donc c'est légitime de le traiter comme un fou. Non, j'ai pas envie d'être légitime envers les bourgeois en fait. Genre si les bourgeois ils disent ah mais ton jeu vidéo ça te rend débile, c'est pas de l'art. Je suis en mode ouais mais j'ai rien à te prouver en fait. Genre si c'est pour que ça Oui. finisse avec les Pégases à la con où on a juste Ubisoft et les autres qui font des jeux indés à 50 milliards bourrés de Doug Whistle à l'extrême droite qui s'autosucent. Parce que, regardez, on a fait de la référence à Renoir. Je suis pas en mode, bon, ça je m'en branle que je sois de l'art. J'ai pas envie que je sois de l'art, toi, à ce compte-là, toi. Moche du futur en 2026, les BAFTA ont nominé Clair Obscur.
j'ai eu beaucoup plus de trucs en jouant à des jeux indés ou en voyant Onsibuno jouer à des jeux indés que en... Mais c'est parce que tu regardais Onsibuno, ouais, ce garçon. Ouais, parce qu'Onsibuno, t'es un très bel homme aussi, toi. Oui, voilà. Ça aide. Ah, mais je trouve que, juste dire quand même qu'actuellement, l'industrie du jeu vidéo est quand même pas mal en train de se casser la gueule. Hein. Quand on voit Let's go. toutes les grosses boîtes qui sont un peu en train de couler, et notamment à cause de l'IA générative, où là c'est en train d'un peu foutre la merde un peu partout. Et que Tencent et que l'Arabie Saoudite rachètent des studios par 50 000 et ils les ferment juste après, quoi, genre. Exactement. Il y a quand même beaucoup de choses Soutien qui aux font devants. que là actuellement l'industrie du jeu vidéo, coup dur. Alors ok, ça ramène quand même beaucoup de thunes, mais ça va mal. C'est l'industrie qui va mal. Rappelons que si les chiffres sont si exorbitants, c'est aussi parce qu'on est dans une espèce de bulle spéculative de merde sur des modèles économiques qui sont absolument pas viables, mais les gars prennent des décisions d'un quart d'année par quart d'année par rapport au... Putain, truc boursier, je sais plus le terme, mais on s'en branle. Crack boursier? Non, non. ça c'est la finalité, Sybille. On y arrive, mais c'est pas encore là dans l'histoire. La Big Moula, c'est ça le mot, le Big Moula? La Big Moula, bien sûr. Mais du coup, ils en sont pas là parce que les pauvres choux, ils ont investi beaucoup d'argent et puis ça fait pas assez de trucs. Non, ils font n'importe quoi pour faire semblant que sur les chiffres, ça continue de monter. Et ils sont arrivés à la situation. Si je devais dump down ça pour vraiment faire la version la plus stupide de ça, c'est plus personne veut bosser dans la restauration. C'est-à-dire, ils ont fait de la merde pendant des années et maintenant, pareil. C'est la même chose, mais à des niveaux stratosphériques, c'est pareil. Je ne pleurerai aucun des gros studios qui fermeront. Moi, ça ferait comme chier pour les devs, je t'avoue. Tu veux dire ceux qui se retrouvent à la rue maintenant que les studios sont pas fermés et qui font des profits de ouf? Ouais. Bah, ils sont dans une situation de merde, toi. Le fait que les gros studios... Des fois, il y a rien à dire. Tu fais genre juste oui, soutien, pour voir. Oui, mais le fait que les gros studios ferment ne change rien à leur état, en fait. Donc, ça fait chier pour eux maintenant, autant que ça fera chier quand les gros studios fermeront. Mais quand les gros studios fermeront, au moins le manège s'arrêtera, quoi. Enfin... Ouais, il faut aussi dire que les traitements dans les boîtes de jeux vidéo sont aussi vraiment pas très cool. C'est... Oui, en fait, il y a une raison. Si Ubisoft se casse la gueule, c'est parce qu'ils ont pas voulu virer les gens qui étaient criminels dans des harcèlements sexuels. Ah oui, bon... Et plein de trucs pas ouf. La fin du jeu, comment ça se passe? Alors, moi, je sais pas si j'ai eu pour comme tout le monde, donc c'est pour ça que je vais le dire moi, et après on va peut-être me corriger, mais... Vas-y. Moi, à un moment, les écrans, ils ont stop, et ils ont commencé à montrer justement l'entité qui me regarde, et à la fin, elle me dit... Ah, maintenant je suis dans toi, je t'épègue. Et je me dis, ok. Et j'ai réalisé qu'en fait, tout le jeu, on s'est tapé la psychanalyse d'une entité immortelle. Voilà. Oui, c'est un peu ça. Alors après, je pense, moi, il me semble aussi que j'avais chopé un peu comme toi, en mode, je devais encore être en train de browse et j'avais pas capté, puis d'un coup, j'ai vu ça et j'étais, what the fuck? Ah, je peux plus rentrer dans les extraits, et en fait, ça change. Je pense que la fin, elle se débloque vraiment à partir du moment où tu as vu la mort de Marissa Marcel. À partir du moment où t'as vu ça, tu retournes sur la grille et tu peux voir les crédits. T'es sûr, meuf? Bah, c'est comme ça qu'on les a eu avec toi, hein. Ouais, je te ferai dire. Ouais. Sauf qu'il y a un petit problème que tu éludes quand tu dis ça comme ça, c'est que quand tu m'as dit d'aller voir cette scène et puis de revenir en arrière, cette scène, je l'avais déjà débloquée, je l'avais déjà vue. Ouais, mais tu vois, ça a Tu veux dire marché que quand le j'ai jeu fait est avec bugué moi. du cul? Donc je pense que voilà. Non mais en fait, ce que moi tu vois quand j'ai refait le jeu, bon, il y a eu toute cette scène là où on décrit un peu la fin, comment la mort de Marissa se passe. Alors, on arrive du coup, c'est durant le tournage de Two of Everything. Elle est sur un set, sur une chaise, avec 2 projecteurs sur elle. Ouais, au début j'ai cru que c'était un mannequin qui bougeait pas et après je l'ai vu respirer en fait. C'était assez drôle. Le shift de elle et le mannequin est quand même vachement bien fait. La perruque nulle aide beaucoup, je pense. Mais Oui, je pense que c'était le but. Tout le long c'était un préparation paiement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, il y en a une autre autour. D'ailleurs, c'est durant tout Everything, quand tu voyais, tu vois juste elle. Alors, Isabella, je sais pas si c'est le nom de son personnage ou de l'actrice, mais en tout cas. Amy? Parce que je crois que c'est Amy. Genre, je suis rentré dans le corps d'Amy, j'ai eu un success team qui s'appelle, vous avez vu toutes les scènes d'Amy, c'est quand je cliquais sur elle, donc... Ok, bon, bah écoute, on va dire Amy dans ce cas. Pas mal votre jeu, hein. Et en fait, le truc, c'est que à la fin de beaucoup de séquences, Amy était vraiment beaucoup en mode... Elle a une tête de...
je vois que tout va se casser la gueule. Genre, elle dit régulièrement, on devrait peut-être faire une pause, on devrait peut-être s'arrêter là. Et puis en fait, c'est soit Marissa qui dit non, je vais y retourner, ça va bien se passer. Ou le réalisateur qui fait non, on va continuer encore. Et elle est vraiment là en mode, je vois le truc qui est en train de se casser la gueule sous mes yeux et je peux rien faire. Donc tu vois que vraiment ce tournage, il y a une ambiance délétère sur le set. Et à la fin du coup, Amy, elle fout de l'essence sur une Marissa qui a l'air vraiment willing. Vraiment, elle veut mourir à ce moment-là, ça se voit. Donc, hop, elle allume une allumette, elle lui balance sur la gueule, elle prend feu. Ensuite, suite à ça, on retourne une fois en arrière, on voit l'autre qui est en train de chialer. On retourne une autre fois en arrière, l'autre s'est rapproché de nous regarde en mode je te vois. Ensuite, moi, ce que j'ai fait, c'est qu'après ça, je suis retourné à nouveau en arrière, et là, on revient sur Marissa qui est en train de brûler. Donc, c'est la fin, donc là, c'est la fin. Je retourne sur la grille. Là, je commence à cliquer sur les bobines, et on voit que la miniature commence à changer, et en cliquant de plus en plus, on voit le visage de l'autre qui se dessine à travers toutes les pellicules, qui finit par prendre tout l'écran et former une dernière scène où elle va nous regarder et va nous dire « Je fais partie de toi maintenant ». Elle nous lance un dernier regard mélancolique et se met à chialer, et puis après, on a les crédits qui roulent. Donc, le jeu... Elle a vu ce qu'elle était en nous, elle a fait « Quoi, des podcasteuses? Non !» Non, en fait, ça me donne vraiment... En fait, enfin, c'est vraiment ce truc de... Enfin, c'est un leitmotiv, quoi. À la fin, elle refait la même chose, et cette fois, c'est de nous dont elle va prendre possession, tu vois. Donc, c'est un peu briser le quatrième mur, enfin, comme elle l'a toujours fait. Enfin, elle s'est toujours adressée à nous. C'est littéralement ça, ouais. Et du coup, en fait, t'as l'impression que tout le jeu, il est un peu pour nous préparer, pour un peu nous fragiliser. Et en fait, j'ai vu ça un peu ça comme ça. Genre, ça te pousse dans une espèce d'obsession, dirons-nous, pour essayer de la trouver dans les rushs, de retourner en arrière, de fouiller et tout. Et après, une fois rendu à ce moment-là, c'est un peu nous dire, bah c'est bon, maintenant, t'as tellement focus sur moi que maintenant t'es assez fragilisé pour que je rentre en toi et que maintenant je fasse partie de toi. Donc j'ai trouvé ça sympa, je trouvais ça marrant, je trouvais que c'était une bonne manière de finir le jeu. Moi, j'ai fait... Ouais, bon, bah ça, c'est fait. Et j'étais très contente de désinstaller 25 gigas de mon ordi qui était en train de mourir. Et putain, ça c'est que ouais. Ouais. Et toi, Hoche? Bah, moi, j'ai vu la séquence où elle crame, je suis retourné en arrière, j'ai vu, du coup, The One chialer, puis s'approcher de l'écran et tout ça. Et puis, après, je suis revenu en arrière, j'ai cliqué sur un autre clip, je suis rentré dans l'autre clip, j'ai cliqué sur des trucs pour chercher les autres machins. J'ai fermé ma session, j'ai relancé une session, j'ai recherché d'autres clips. J'ai fini, puis à un moment, je fais, putain, mais non, vraiment, ton truc de fin, là, je le trouve pas. Bah, fais ça. Ah oui, mais j'ai fait ça. Bah, refais-le. Ah tiens, cette fois, ça marche. Bon, bah, super. Donc, je me suis fait chier pendant... quelques heures de plus à chercher quelque chose que j'avais Tu t'es déjà. rendu malade, hein, tu peux le dire. Hein. Oui, voilà. Par contre, il y a un truc que je veux en profiter parce que... du coup, j'étais en backseat avec Sybille. Et pendant cette séquence où elle s'était rapprochée de l'écran, elle était très très proche de l'écran, je disais à Sybille, eh ben, elle est trop proche, c'est dommage. Et ça marchait mieux sur le retour de Discord, du coup, que sur mon écran. Et je vais expliquer ça, du coup, maintenant. C'est que, en termes d'échelle, il y a plusieurs vidéos. Je crois que celle qui marchait le mieux sur moi, c'est celle où ils sont avec, tu sais, dans le désert avec l'arbre et le... Oui, la mort d'Ambrosio aux le enfants. truc, ouais, où elle se rapproche de l'écran, où en fait, il y a un truc, et ça, pour le coup, ça ne marcherait pas au cinéma. Il y a un truc, quand t'as un écran assez standard, normal, et là, une taille de tête normale en face de toi, en fait. Et ça fait vraiment juste une fenêtre avec quelqu'un en face de toi. Et sur le dernier plan, elle est trop large, et du coup, tu perds ce côté vraiment de personne à personne. Mais sur le plan dont je parle avec l'arbre, c'était vraiment à échelle 1-1. J'étais face à la personne devant moi, quoi. Et ça marchait super bien. Et surtout qu'en fait, il y a tout le côté où c'est un décor, avec un faux... comment on dit, les décors peints... Map painting, non? Map painting, et ouais. du coup, en fait, elle marche littéralement sur le vide pour Oui. te voir. Et du coup, elle brise aussi la conscience du cinéma que la tienne. Et c'est la scène qui marche le mieux, ouais, totalement. Elle fait vraiment peur. Ouais. Et elle est magnifique.
Même si... C'est vrai. Je suis pas étonné que t'aies Bien, cru sur bien sûr, le jeu vous rappelle que les gens chauves ou qui vont devenir chauves sont des méchants, on vous rappelle. Hein. C'est sûr. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur Immortality? Non. Je réfléchis, Non. mais je pense avoir vraiment fait le tour. Attention, réfléchir, ça donne des rides. Hop. Ah bah du coup, je vais encore plus réfléchir. Non, je pense avoir vraiment fait le tour. Eh ben, on va passer au reco. En vrai, c'était intéressant. Bah, Attends, dis hey pas moi. Est-ce que j'ai vraiment dit exactement ce que je voulais dire par rapport à la rejouabilité du jeu? Là, je me souviens plus. Bah non, mais vas-y, du coup. Putain, mais oui J'avais commencé, tu m'avais tendu la perche, moi, Eh ben, je t'ai attends, il y a au un final, jeu, je l'ai en pas dit. fait. Non, mais en fait, sur la rejouabilité, parce que moi, c'était pas la première fois que je faisais le jeu. Et ce qui se passe, c'est que là, je le refaisais. La première fois, j'étais vraiment prise parce qu'il y avait toute la découverte et tout. Et en fait, j'ai réalisé, là, en refaisant le jeu, que bon, il n'y a pas une énorme rejouabilité parce que c'était beaucoup plus laborieux. J'avais beaucoup de mal à être intéressé par ce que je faisais parce que bah, je connaissais déjà toute l'histoire. Je savais déjà un peu tout ce qui se passait. Je savais déjà un peu toutes les dynamiques. Du coup, j'étais un peu en mode... Ouais, bon, ça, je sais. Ok, je redécouvrais certaines scènes que j'avais oubliées, mais les trucs principaux, je les connaissais déjà. Donc, je me suis dit, bon... Bah, voilà. Et en fait, le jeu... C'est vraiment un one-shot, tu le fais une fois, tu découvres, c'est bien, et après, bon, bah, t'as plus vraiment de raison d'y retourner, quoi. Ouais, alors Ok. qu'un film te ferait pas du tout cet effet pour le coup. Bah, pour le coup, non. Ça, c'est vrai qu'un Oui. film, quand je l'aime beaucoup... Et ça, c'est l'art du jeu vidéo. Bah c'est là, non justement, c'est ce qui montre que c'est pas intéressant interactivement, mais intéressant artistiquement. Enfin voilà, c'est. Bref. Ouais. On est vraiment un podcast non linéaire, hein, c'est incroyable. À l'image du jeu, hein. Mais là en plus, là, c'est vraiment ma faute. Enfin, c'est vraiment mon cerveau qui est pas de faire un truc, et j'avais au final pas du tout répondu à ta question, à ta perche, moche. Hein. C'était... T'inquiète. C'était... Allez cliquer dessus, hein, c'est tout. Hein. C'est pas la dernière fois que ça t'arrivera, meuf. Non, c'est vrai que c'est pas la dernière fois que ça m'arrivera. Ah, et du coup, c'est bon. Et bah du coup, on va passer au reco. Je vais commencer par ma reco, parce que moi, je l'ai eu direct, ma reco, parce que je suis quelqu'un de brillant, de magnifique, de sublime, bref. Je vais L'autofellation. vous conseiller un jeu vidéo. Ouh. Hein? Allô? Allô? Je t'entends pas. On fait une fellation en semi-fantomatique, là. Je vais vous parler d'un jeu vidéo de Lionhead Studio, qui est sorti en 2005, qui s'appelle The Movies. Alors, The Movies, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu où tu gères un business de simulation. En fait, c'est une simulation de business de jeux de films hollywoodiens. Ah oui. Et en fait, tu peux aussi bien faire tes films que gérer le studio. Et c'est ça qui est trop bien. Gaming, c'est un de mes jeux de gestion préférés. J'ai checké vite fait la page Wikipédia, et non, il n'y a pas Peter Molineux, qui est au game design. Il y est, mais il y est pas pour la fin. Donc, techniquement, c'est pas un jeu de Molineux. Mais, en fait, c'est un jeu qui, paradoxalement, m'a plus donné envie de faire des jeux vidéo que faire des films. Parce qu'en fait, le jeu se présente où tu es un studio de cinéma qui ouvre en 1910-1920 et tu fais des films muets. Et en fait, tu vas, du coup, faire, comme dans le jeu, faire passer par plusieurs périodes. Donc, les années 50, les années 70, les années 80, 90 et années 2000. Et en fait, tu vas du coup passer par plein de phases. L'arrivée des écrans bleus, l'arrivée des scènes et de stunts genre hongkongais, l'arrivée du plastique pour les acteurs et les actrices, par exemple. Donc c'est très très drôle. Parce qu'ils vont te piquer des crises, ils sont tellement vieux, mais ils ont un cachet. Donc si tu mets des acteurs vieux dans tes films, ils vont attirer du public, donc plus de thunes. Enfin, c'est un bon jeu de gestion, et en même temps, c'est un bon jeu où, en fait, pour faire des films, tu colles plein de petites scénettes, comme dans Immortality, où en fait t'as des mannequins de merde là, tu sais les mannequins de la pub pour nettoyer le sol là, je sais pas comment ça s'appelle là. Au Cédar. Voilà, qui servent à rien. Bah du coup en fait dans le jeu, ils ont des scènes où là il y a un mannequin qui donne une gifle à un autre. Ah là t'as un mannequin qui court. Ah là t'as un mannequin qui fume. Et du coup t'as vraiment une boîte à jouets de plein de scènes et tu fais tes films comme ça. Avec tes acteurs et tes actrices. Et je trouve ce jeu trop trop bien, aussi bien de son aspect gestion que de son aspect création artistique. Et même si du coup c'est un peu bullshit parce que c'est un peu un problème des jeux de gestion, c'est que si t'as trouvé la formule qui gagne, tu la répètes en boucle et tu gagnes de la thune. Donc voilà, c'est un peu ce problème. Donc tu peux littéralement servir la soupe au genre James Bond 45, c'est le même film avec le même connard. Et voilà, tu vois, tu ressors en boucle. Mais voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Et malheureusement, il n'a pas eu de réédition. Il n'est même pas encore sur Steam, comme beaucoup de jeux de Lionhead Studio par exemple. Et c'est un peu chiant parce que, par exemple, il n'y a pas de black and white, il y a ni un ni deux. Je crois qu'il y a
Si, ils ont ressorti les fables. Au moins, il y a les fables, mais bon. Et je trouve ça chiant parce que ce jeu est très très bien et il a 20 ans. Voilà, ce jeu, il est sorti en 2005 et en 2006. Donc voilà, et je trouve que c'est dommage qu'il soit perdu dans les méandres des Loft Software parce que c'est un bon jeu que je vous recommande beaucoup. The Movies. Sibyl, c'est quoi ta reco incroyable qui est en lien avec le jeu, j'en suis sûr. Bien sûr. Ah, jamais tu me décevras, Attendez. c'est sûr. Moi, tu vois, j'ai galéré à trouver une reco. Mais après, tu sais, j'y ai réfléchi très profondément. Enfin, je veux dire, on joue à un jeu vidéo qui nous fait faire un film. Donc déjà, on est sur un jeu qui est au croisement de plusieurs choses. Un jeu vidéo, le cinéma. Donc en fait, ce qui m'a semblé le plus logique, c'est de vous recommander un livre. Du coup... Mais dis pas que c'est... Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Si c'est le bouquin sur le machin des feuilles, là, je te tape. Oh putain, oui. Alors attendez, nouvelle reco. Non, je rigole. Non, je rigole. La maison Non, des non. feuilles, là, putain. Non, je vais pas vous reco la maison des feuilles. Al236 a fait une très bonne vidéo dessus. Allez regarder sa vidéo si jamais vous voulez, ou lisez directement parce que c'est très bien. Bref. Je vous reco le dernier bouquin que j'ai lu, qui s'appelle La Cité diaphane de Anouk Faure. Alors, pour vous raconter l'histoire, moi ce que je vais faire plutôt, c'est que je vais vous lire la 4e de couverture. Donc, merveille architecturale élancée vers le ciel, Roche-Étoile a connu la gloire avant une chute brutale. La ville sainte de la déesse sans visage est maudite, réduite à l'état de nécropole depuis que les eaux de son lac et de ses puits sont devenues poison mortel, victime du mystérieux mal d'onde. 7 ans après le drame, l'archiviste d'un royaume voisin se rend dans la cité défunte avec pour mission de reconstituer le récit de ses derniers jours. Mais il s'avère bientôt que Roche-Étoile abrite encore, dans le dédale de ses ruelles, quelques âmes égarées. Ici, un forgeron, là, une chevaleresse, et d'autres qui gardent dans ce labyrinthe les sombres secrets du passé. Donc, ça, c'est un bouquin que j'ai beaucoup aimé, un bouquin qui est très inspiré de l'univers de Dark Souls. L'autrice va d'ailleurs remercier From Software dans les remerciements à la fin. Donc, c'est un livre qui est vraiment très très cool. La progression est vachement prenante. Je trouve que le début prend peut-être un peu de temps à démarrer parce qu'on sait pas exactement où ça veut aller. Et puis, il y a un moment où, personnellement, quand j'avais commencé à le lire, ça avait été genre des petites sessions. Et puis après, genre, j'ai terminé le livre en lisant genre peut-être les 3/4 dans une session de 4 heures d'un coup. Et ça se lit vraiment très très bien. Il y a environ 330-340 pages. Je trouve que la 4e de couverture parle quand même pas mal d'elle-même. C'est un roman qui est très gothique, qui est très sombre, qui a pas mal de mystères, qui a pas 50 000 personnages et qui vraiment se suffit à lui-même. Et si vous aimez beaucoup les univers à la Dark Souls, je pense que vraiment la Cité diaphane, c'est quelque chose qui vous plaira beaucoup. Donc, allez lire La Cité diaphane de Anouk Faure. Bah, c'est parfait, la cité diaphane. Moche, c'est quoi ta reco? Alors, Marocco, c'est de l'énorme foutage de gueule, mais sachez que ce n'est pas par manque de volonté. J'ai été me taper un podcast en 2 épisodes sur Harvey Weinstein. Mais en vrai, il y a rien à dire tellement c'est... Bah ouais, c'est banalement dégueulasse en fait. Donc je vais pas vous recommander ça. J'ai été regarder des vidéos essais sur les talk shows de fin de soirée aux États-Unis et des trucs comme ça, mais pareil, en vrai, pas assez intéressant. Et puis, je me suis souvenu qu'il y a pas longtemps, avec Sibyl, on a regardé un film où on aimait bien repasser les séquences à l'envers. Oh. Alors, comme une énorme connasse, je veux simplement vous dire de revoir, ou de voir, hein, si jamais, mais bon... C'est quand même assez connu, je vais vous dire de revoir Tenet. Ah À ce moment-là, Voilà, Tenet, film de Christopher Nolan de 2020. qui a sauvé le cinéma, d'ailleurs, on rappelle. Bah bien sûr qu'il a sauvé. Moi, je pense qu'il a même défini c'était quoi la cinématographie, tu vois. Oh putain de merde. Non, déjà pas une suceuse de Christopher Nolan, je t'en supplie. T'es fan de Marvel, hein, c'est bon. Je suis pas une suceuse de Christopher Nolan, mais j'avoue que j'aimerais que dans toutes les séquences que les suceurs de cinéma prennent pour dire ah voilà, c'est dans l'histoire du cinéma cette séquence machin, la séquence de quelqu'un
à l'endroit qui se fout sur la gueule avec quelqu'un qui va à l'envers, c'est quand même un plan incroyable. Oui. Et j'aimerais que plus de gens apprécient ce plan. Donc, voyez ou revoyez Tenet. Quand même, c'est rigolo comme film. Voilà. Ouais. Oui. Non, c'est vrai qu'il y avait quand même des trucs qui étaient assez cool dans Tenet. Ouais. Ah bah, te connaissant, je suis même surprise que tu n'aimes pas Nolan. Bah, regarde, il fait des belles scènes d'action en plus. Il secoue les clés, c'est trop bien. Mais c'est quoi cette vision que t'as de moi? C'est quoi cette opinion que t'as de moi, Queen? Je sais pas, il faudra peut-être passer le podcast à l'envers et écouter le début. Peut-être on a. Oh, on a le droit d'être une personnalité complexe à un moment, je sais pas, hein. Vous savez ce qui est complexe? La Ouais, la roue, bravo Trasco, ouais. Et on va choisir un jeu vidéo. Ah bah non, c'est pas un film aujourd'hui, c'est un jeu vidéo. Incroyable. On va passer à la roue des médias. Eh oui, oh là là, plein de bons choix, hein, c'est un truc de fou. On a des mangas, on a des séries, on a des animés pour puceaux, on a des séries, on a des YouTube pour puceaux, c'est incroyable. Allez, on va lancer. Bah du coup, Sybille, tu me dis stop. Ok. Stop. Oh là là, le suspense, c'est intense. Oh Évangélion. Oh putain, oh la vache. Let's go. Alors, on va parler que de la série originale. Parce que ça va être trop long sinon. J'adore le peut-être entre parenthèses à côté. Genre, tu l'as vraiment mis dans la roue avec Bah, le en peut-être. fait, c'est pour savoir s'il y aura peut-être un invité ou pas. Oh. Donc même pour nous, ce sera une surprise. Oui, surprise pour tout le monde, même pour moi. Alors, bon bah, on va regarder la série Évangélion de base, les 25 épisodes si je me rappelle bien, de 20 minutes. 26, il me semble. Bon, on va let's go. Je vais encore dire du mal d'un animé. Oh. Parfait, Ah. let's go. Bah ouais, ça va être de l'épisode qui épisode. Oh, Eh par bah, contre, il on faut s'est quand dit- même, mater The End of Evangelion aussi quand même. Ah bon? Ouais, en vrai. Bah, Bah tu le feras, c'est bien. ouais, oui, voilà. Voilà, moi je battrai ça Ah, aussi, écoutez, on pourra hein, battre ça j'ai ensemble. même envie de me remater la quadrilogie qui a été refaite après, j'avoue. On a C'est chaud. deux Oui, bah. semaines, Sybille, on a 2 semaines. Hein, On a 2 semaines, ouais. Déjà, regarde la série de base, ce sera pas mal. Et prenez des notes, ce serait cool aussi. Donc on se dit dans 2 semaines pour parler d'Evangélion, avec peut-être un invité, s'il nous a pas banni de tout. Et Oh putain. on se dit à dans 2 semaines pour Evangélion. Bye. Bye. Comment ça, s'il nous a banni tout, putain, mais tu parles de qui? Oh, excuse-moi.